ça d'un coup. This meeting is being recorded. Ok, let's go, on est parti beaucoup pour cet nouvel épisode du podcast avec Sandra qu'on a réinvité. Et d'ailleurs, les gens ont kiffé le premier épisode, j'ai eu pas mal de retours, ils ont vraiment kiffé. Et donc ça va être... voilà, on n'avait pas du tout parlé de ce qui était prévu dans le premier, donc on a fait un deuxième. Du coup, les gens vont kiffer aussi. Et t'as eu une petite péripétie là qui t'est arrivée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter? Non, la péripétie, elle m'est arrivée en début de semaine, elle m'est arrivée lundi. Ah, je crois que c'était Je aujourd'hui. suis... Non, 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 heureusement. Non, non, parce que j'ai quand même eu très mal. Ça se voit pas. J'ai enlevé mon écharpe de mon épaule, mais j'ai le bras en écharpe. Voilà, comme ça, on commence direct avec ça. Et je suis tombée d'un cheval que je suis en train de dresser. C'était la deuxième fois que je le montais. Et, euh, et voilà, j'ai fait un rodéo mémorable, il paraît, vraiment, c'était impressionnant à voir. Et je suis tombée sur mon épaule et voilà, je me suis fait une luxation d'épaule, donc je suis tranquille pour quelques semaines. Et j'essaie de me reposer, de ne rien faire, malgré plein de choses qui viennent, plein de choses à préparer qui viennent, voilà, faire que je dois faire des choses, mais je me repose aussi. Donc, je suis bien avec vous, je me repose, j'ai mon bras sur un coussin, voilà, je Cheval suis sauvage, du sage. coup? Alors, cheval sauvage, il faut définir ce que c'est qu'un cheval sauvage. Ici, ce ne sont pas des chevaux sauvages au sens strict du terme, c'est-à-dire des chevaux qui vivent qui sont pas touchés par l'homme parce qu'ils sont évidemment qu'ils vivent là dans l'estancia. L'estancia dans laquelle je suis moi, elle fait 50 000 hectares, donc ils sont quand même en semi-liberté. Ils vivent sur des milliers d'hectares et ils vivent en fait, ils naissent en troupeau dans la steppe et jusqu'à l'âge de 3 ans, ils vivent leur vie de cheval en troupeau. Et à l'âge de 3 ans, les gauchos vont les récupérer dans la steppe, les ramènent au corral et commencent le débourrage là, tout neuf, donc à 3 ans. Donc évidemment, ils n'ont pas été touchés. Moi, ça fait 3 semaines que je suis en train de le travailler, celui-ci, il s'appelle Titane. Et moi, je pense que j'ai voulu aller un peu trop vite, brûler les étapes. Euh, je me suis mise comme mission et cet accident me permet vraiment de prendre conscience de ça, de montrer qu'avec une méthode plus douce et plus respectueuse de l'animal, on peut aussi les dresser et arriver à monter dessus et à obtenir leur coopération. Et parce que évidemment, la manière des gauchos de dresser les chevaux est beaucoup plus musclée, hein, c'est très particulier, ils ont une méthode très particulière ici. Et, mais elle génère des traumas pour les chevaux. Et donc, évidemment, je ne vais pas utiliser cette méthode, mais c'est une méthode qui est très rapide. Elle pétrifie le système nerveux du cheval qui se met dans un état de résignation. Et donc, en fait, c'est impressionnant de voir comment rapidement ils peuvent arriver à vraiment casser et dresser un cheval, monter dessus et voilà, leur faire faire le travail qu'ils ont à faire ici avec les vaches, rassembler les vaches, les moutons, etc. Ouais, en Donc, gros, leur process, je te coupe, excuse-moi, mais en gros, pour que les gens comprennent, en gros, eux, leur process de base, c'est d'éteindre un peu le cheval, quoi, de le résigner pour pouvoir le monter. C'est un peu ça le process alors, de base. oui, leur process, de ce que je découvre en vivant ici, c'est qu'il est guidé par la nécessité. C'est-à-dire qu'ils doivent aller récupérer des chevaux dans la steppe qui ont 3 ans, donc voilà, qui sont déjà complètement développés, qui n'ont jamais été touchés par l'homme, et ils doivent rapidement obtenir leur coopération, entre guillemets, pour pouvoir les utiliser pour leur métier. Ils passent 8 heures par jour à cheval ici, et ils font vraiment des choses que nos chevaux en Europe ne pourraient pas faire. Par exemple, attraper une vache au lasso, attacher le lasso à la selle du cheval. Les vaches sont sauvages ici aussi, donc elles ne se laissent pas faire. Et le cheval se plante sur ses 4 pieds avec la selle, avec le lasso attaché à la selle, pendant que la vache se débat, jusqu'à ce que la vache se calme, qu'elle voit que non, elle ne peut pas s'enfuir et qu'elle est prisonnière du lasso. Et les chevaux, c'est impressionnant de les voir travailler sans le cavalier sur le dos
il reste les 4 pieds plantés dans la terre avec la vache qui s'énerve au bout du lasso. Et donc, en fait, ils font des choses où ils peuvent rester attachés avec la bride, les pieds pris dans les rênes, la selle sur le dos. Ils peuvent rester attachés comme ça et attendre qu'on les libère pendant des heures et des heures au soleil, sans boire, sans manger. Donc, ils sont vraiment rompus à des exercices très particuliers. Les gauchos ont besoin d'avoir des chevaux comme ça qui sont opérationnels de cette manière-là. Et du coup, ils ont développé une manière radicale, évidemment sans la connaissance de toute la psychologie du cheval, de son système nerveux et tout ça, dans cette forme de domination et de conquête de l'animal qu'on exerce nous aussi en Europe depuis des siècles et des siècles. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez impressionnant parce que quand un cheval de 3 ans est sorti de la steppe, qu'il est attaché à ce qu'on appelle ici un palenque, c'est-à-dire un poteau planté dans la terre, on leur passe un bossal, je perds le nom en français, un licol fait en cuir de taureau qui est incassable après les avoir attrapés à l'assaut. Tout le process, c'est ça, c'est qu'on les attrape, on les enferme dans un champ plus petit, on va les chercher dans la steppe Ils avec d'autres rabattent, là. chevaux. On les rabat dans un corral. Dans le corral, on le trie, on le sépare des siens, avec qui il a vécu quand même toute sa vie. Il se retrouve dans un corral, donc un espace fermé, et ça, ils connaissent pas. Ils ont toujours été dans des espaces ouverts. Et là, on l'attrape au lasso, ce qui est déjà un premier trauma, de sentir une corde autour de son cou. On lui passe un bossal, donc un licol en cuir de taureau. Ils sont très très beaux. Hein. Comment ils passent de j'ai mis la corde, le lasso autour du cou à je mets le bozal? Comment ils passent de ça? Comment ils font? Parce qu'ils peuvent pas l'approcher, j'imagine. Non, ils peuvent pas l'approcher, mais ils ont des techniques. Alors, j'ai pas vu cette étape-là en particulier. Moi, j'ai vu l'étape, parce que j'ai beaucoup de mal à regarder tout ça. Moi, j'ai vu l'étape où le bossal est passé. Le, oh là, Le licol. le bossal est passé et où il est attaché au palenque. Hmm. Donc, il est attaché à ce pylône-là, à ce poteau. Et à partir de là, ils ont tout un tas de techniques de cordes qui passent autour du corps du cheval pour contraindre le cheval, qui est dans un état, je vous laisse imaginer, hein, qui est vraiment dans un état de terreur. Et ensuite, à l'époque, ils le tapaient, maintenant ils font moins ça, mais ils secouent des cordes tout autour, ils lui font peur pour que le cheval se débatte, se rende compte qu'il ne peut pas s'enfuir, qu'il est prisonnier que l'homme est plus fort, que les cordes sont plus fortes que lui. Et à ce moment-là, il y a un moment donné, au bout d'un certain temps, et ça dépend pour chaque cheval, le cheval se met en état de résignation apprise. Hein, en éthologie, maintenant, je sais qu'on utilise ce mot-là. Et le cheval devient comme un peu pétrifié. Et à ce moment-là, il se laisse faire. Alors, il faut une séance, 2 séances, 3 séances. Et puis ensuite, ils leur mettent la selle sur le dos. Et puis rapidement, ils montent dessus. Et des fois, il y a des drames, hein, évidemment, parce que le cheval est pas en état d'apprentissage. Il est vraiment en état de résignation. Donc parfois, il va s'affoler pour quelque chose ou il garde des traumas tout au long de sa vie. Par exemple, là, j'en ai une qui est traumatisée avec le filet. Chaque fois qu'on lui met le filet sur les oreilles et que le cuir du filet passe sur les oreilles, ça déclenche un trauma chez elle. Elle secoue la tête, elle tire au renard. Et donc, il y a Et tu beaucoup de peux lui choses. toucher les oreilles à la main? Oui, si je lui Ok. passe pas le filet, je suis à côté d'elle sans rien, oui, ça oui. C'est vraiment ce moment, c'est vraiment l'alliance de l'instrument du filet et ce moment, vraiment ce mouvement typique de passer le filet qui la traumatise. Donc on fait tout un travail avec ça, elle va beaucoup mieux. Mais voilà, il y a des chevaux, on arrive vers eux et on lève la main pour caresser leur chanfrein et ils tirent au renard. Il y en a qui sont complètement pétrifiés, qui bougent pas. Dès que l'humain s'approche, ça c'est impressionnant à voir parce qu'il y a vraiment une dissociation qui se fait chez le cheval. On approche le cheval et le cheval, c'est comme s'il sortait de son corps et il reste que son corps et il bouge pas. L'œil est vide et
il se laisse faire par l'humain parce qu'il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il n'a pas de solution d'échappatoire. Donc c'est voilà. Du coup, pour répondre à ta question première, ce ne sont pas des chevaux sauvages au sens premier du terme, parce que voilà, ils sont quand même dans l'enceinte d'une estancia, ils sont rabattus par les gauchos avec d'autres chevaux, ils sont quand même bougés euh, par les gauchos à cheval. Donc, c'est pas le sens premier du cheval sauvage. Hein. Cheval sauvage, il n'est pas touché par l'humain et il n'est pas dans un environnement humain. Mais en tout cas, ils naissent pas comme chez nous, dans une écurie, touchés par les humains tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui se fait plus tard. Dans le cadre des estancias, de l'estancia dans laquelle je suis, en Patagonie. Après, à Buenos Aires, dans le nord de l'Argentine, il y a plein d'autres manières d'être en relation avec les chevaux ici. Hein. C'est pas la seule et l'unique. Là, c'est vraiment moi, je suis vraiment dans le jus de ce qui se fait traditionnellement depuis 100 ans avec les chevaux dans les estancias de travail, c'est-à-dire où on produit la laine et où on produit la viande. Et Sandra, par rapport aux poulains, dans nos discussions qu'on a eues, par exemple, les poulains qui sont donc à toi et à Andrés, là, on va dire, ils sont un peu plus, entre guillemets, sauvages, puisqu'ils ne passent pas par le palanquet. Est-ce que tu vois, ceux qui viennent naître, ou Peter, ceux que j'ai connus, que j'ai rencontrés? Alors, ceux que tu as connus, donc, qui sont nés à côté de la maison, qui sont nés dans le champ à côté de la maison et qui ont tout de suite été touchés, que j'ai tout de suite touché, commencé à toucher, eux, ils sont pas dans un cadre traditionnel. Et d'ailleurs, il y a des gauchos de l'Estancia qui sont venus m'aider, à les soigner et qui avaient le poulain dans les bras et qui me disaient, donc, ce sont des gens qui sont nés avec les chevaux, mais qui me disaient, c'est la première fois que je touche un poulain. Parce que normalement, les poulains, ils sont pas intéressés par les poulains. Les poulains, ils les laissent dans la steppe grandir avec leur maman. Et quand c'est le moment de les dresser, à ce moment-là, voilà, ils rentrent en contact avec le cheval à ce moment-là. Mais le fait de toucher le poulain pour le préparer à connaître l'humain et ne pas avoir justement à utiliser des méthodes plus coercitives à l'âge de 3 ans, ça, non, ils le font pas parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent énormément, ils sont tout le temps à cheval, ils sont tout le temps à voilà, rassembler les vaches, à s'occuper des milliers de kilomètres de barrières qu'il y a ici, etc. Et donc, ils n'ont pas le temps, en fait, de faire tout ce process très lent d'apprivoisement du cheval, de prendre le temps avec le cheval, de même acquérir les connaissances pour pouvoir faire ça. Ils n'ont pas le temps, ça ne fait pas partie de leur emploi du temps. Les gars gauchos ici, ils gagnent très très peu. Ils ont des salaires, ils ont un salaire de 700 euros par mois. Et la Patagonie, le niveau des prix de la Patagonie maintenant est plus cher que celui des prix français. Donc voilà, ce sont des gens qui travaillent et beaucoup beaucoup et qui n'ont pas le temps comme nous de passer des heures avec les chevaux au pré. Ouais. Est-ce que tu veux poser une question, Alexis? Parce qu'on Ouais, l'entend pas. Ah, voilà. j'en ai 4. Ah, bah alors vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, si je comprends bien, pour résumer vraiment les étapes de comment est-ce qu'ils font les gauchos, ils chopent les troupeaux, ils les rabattent, ils les mettent dans un enclos, ils en chopent un au lasso, ils tirent vers eux, ils mettent le licol en cuir indestructible, ils l'accrochent au poteau, ils agitent plein de trucs autour de lui pour qu'il se débatte et qu'il se résigne. Et ensuite, une fois qu'il est là, ils mettent la selle et ils montent dessus direct. Non, 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 non. Et en tout cas, ceux qui sont ici le font en plusieurs étapes. Hein. Il y a plusieurs étapes de ce qu'ils appellent la désensibilisation. Donc, voilà, ils passent des sacs en plastique sur tout le corps. Ils lui passent des sangles de partout, de partout. J'ai même vu une technique d'un des gauchos qui attache une corde sur le côté du licol au cheval pour lui maintenir la tête pliée et ils attachent l'autre bout de la corde au niveau de la queue et ils laissent le cheval 1 heure, 2 heures dans le corral comme ça avec la tête pliée et c'est pour qu'il accepte toutes les formes de position
avec une corde et pour assouplir, eux, c'est leur manière d'assouplir le cou du cheval pour qu'il devienne plus souple. Donc en fait, ils l'attachent comme ça pendant 2 heures. Donc au début, le cheval, évidemment, il essaye de se libérer, il essaye de tirer, il tourne et au bout d'un moment, eh ben, il reste et il attend qu'on vienne le sortir de cette situation. L'avantage, enfin, ce que ça amène, ça, c'est que moi, je vois leurs chevaux, ils les attachent n'importe où. Ils peuvent les attacher avec une longe de 3 mètres de long, de 6 mètres de long ou de 10 mètres de long. Et même si le cheval se prend les pieds dans la corde, qu'il est complètement emmêlé, il va, du coup, il va se mettre tout de suite, dès qu'il sent qu'il est emmêlé, qu'il ne peut plus bouger, il se met tout de suite en position de résignation, de pétrification, et il peut attendre des heures que son cavalier vienne le libérer. Il ne va pas essayer de se défendre, de tirer, ce qui provoque souvent des blessures. Et en fait, les gauchos, de cette manière-là, les préparent beaucoup à ça parce que les chevaux doivent pouvoir avoir des cordes de partout parce qu'ils ont toujours des lassos, ils ont toujours ils utilisent beaucoup de cordes dans leur métier et ils doivent ne pas avoir peur de ces situations-là. Ça correspond aux besoins de cette terre-là et de cette vie-là c'est très choquant pour nous. Moi, quand je suis arrivée ici, maintenant ça fait presque 1 an que je suis là, je crois que les premiers mois, je pleurais tous les jours de ce que je pouvais voir dans leur rapport aux animaux. Et moi, je suis arrivée avec ma mentalité européenne et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans le jugement de ces gens-là qui ne faisaient pas comme moi, je pensais que c'était bien et qui sont dans un rapport à l'animal beaucoup plus brut, violent, dans la domination. Mais j'ai découvert que ça correspondait vraiment à des nécessités et que eux ne se posent pas la question de l'état du cheval, que la notion de trauma n'existe pas, que pour eux, le cheval, c'est un outil de travail. En tout cas, de ce que je peux voir. Mais en parlant avec eux, et ça, je trouve que c'est très intéressant, j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux et ce qu'ils aiment dans leur métier, c'est le fait d'être avec leur cheval toute la journée. Ils aiment leurs chevaux, mais ils ont un rapport au cheval qui est très différent de nous. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi qui m'interpelle, c'est que la majorité d'entre eux ne donnent pas de prénom à leurs chevaux. Les chevaux ici ne sont pas baptisés, ils les appellent par le nom de la couleur. Ils vont dire le noir, celui avec la cicatrice, celui avec la petite queue, celui avec le bai. Ils les appellent comme ça. Donc moi, évidemment, je leur donne à tous, je leur donne un nom. Je dis, mais comment vous faites pour leur parler si s'ils n'ont pas de prénom? Mais ça, c'est aussi assez symbolique d'un lien avec le cheval où on ne va pas utiliser l'intelligence du cheval et ses capacités d'apprentissage. On va vraiment le dominer et le casser pour qu'il puisse servir d'instrument de travail. Et Et, ça, et c'est mon interprétation et ma vision d'européenne, française, blablabli, blablabla. Hein. Et c'est toujours très difficile d'entrer dans une culture complètement différente parce qu'on la juge toujours par rapport à nos conditionnements à nous et à nos valeurs à nous. Donc voilà, j'apprends petit à petit à moins les diaboliser parce qu'au début, pour moi, ils étaient vraiment méchants avec les animaux, ils étaient mauvais. Et en fait, en vivant avec eux, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'ils aiment leurs chevaux, mais voilà, qu'ils ont une manière d'entrer en relation avec eux différente. Et ce que je vois aussi, c'est que maintenant, il y en a qui sont plus jeunes et qui ont conscience que taper un cheval, le mettre dans des situations hautement traumatiques comme l'attacher au palanquet, ils commencent à se rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire. Donc, il y en a, j'en ai même rencontré, qui n'utilisent plus le palanquet. Mais c'est encore quelque chose de très présent dans certains milieux en Patagonie traditionnelle. Le palanquet, c'est très, très présent. moi, quand je suis venue en Patagonie, et le peu d'estancias que j'ai vus, il y a les palenqués, hein, ils sont là. Au Et milieu du corral, il y a toujours ce au milieu du poteau-là. corral, au milieu, et c'est très présent. Parce que j'avais Oui. vu, ben voilà, où on le voit, et il y a même, je me souviens, parce que tu m'avais préparé en disant, Patricia, prépare-toi, parce que tu Mm. vas être émue, tu risques de pleurer. Et c'est vrai que quand on rentre dans ces espaces-là,
tu te dis, mais parce que tu sens énergétiquement quelque chose, tu sens le stress, il y a un truc quand même, ça Oui. dégage quelque chose. Et puis on voit bien, on le voyait bien, hein, l'Estancia, où tous les chevaux, on voit bien comment ils vont les chercher. Et tu m'avais montré avec cet entonnoir pour Oui, pouvoir les faire rentrer, la manière où tu sens qu'ils sont, ouais, leur système nerveux, ils sont en état de choc, parce qu'ils oui, sont pris au piège. Puis oui. après, tu essaies. Ouais. Effectivement, la majorité d'entre eux ne se laissent pas attraper au pré. Quand ils voient l'humain, surtout avec un licol à la main, bah, ils se barrent dans l'autre direction parce que pour eux, il y a toute la charge du stress quand ils sont avec les humains qui est là. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont des structures dans leur champ où ils utilisent des barrières comme un couloir de barrière jusqu'au corral pour repousser toute la troupe dans le corral. Et une fois qu'ils sont dans le corral, qui est un espace beaucoup plus petit, à ce moment-là, ils s'approchent du cheval et c'est à ce moment-là qu'on peut voir que le cheval, ben, il sait qu'il peut fuir nulle part, donc il est obligé de se mettre dans cet état de dissociation et il ne bouge plus. Et le cavalier peut à ce moment-là s'approcher et lui mettre le licol. Et c'est un peu tout le travail aussi que j'essaye de faire ici, c'est de travailler enfin avec mes chevaux. Moi, mes chevaux, je peux aller les chercher au pré, ils viennent vers moi, ils se laissent attraper, j'ai pas à faire tout ça. Euh, et, et ça commence à interpeller les gauchos d'ici, parce qu'une ou deux fois, je leur ai quand même donné un coup de main. J'ai une petite anecdote, notamment avec une des juments d'un des gauchos que j'ai nommé Frida, qui avait pas de prénom, mais que j'ai nommé Frida. Et quand je suis arrivée, je l'ai montée quelques fois et j'avais une belle connexion avec elle. C'est une jument que j'aimais bien, une jolie jument bête. Et un jour, elle s'est... Parce qu'évidemment, ici, on n'a pas des barrières en bois, on n'a que des barrières en fil de fer, soit barbelées, soit lisses. Et cette jument, un jour, elle était au pré et elle s'est prise dans les barbelés et elle s'est complètement mutilée tous les postérieurs. Elle avait les deux postérieurs à l'intérieur mutilés, c'était vraiment très laid. Et puis bon, bah ici, ils n'ont pas le temps de les soigner. Et de toute façon, ce sont des chevaux, en tout cas, elle, en l'occurrence, elle n'avait pas appris à être touchée sur les pattes arrière. Donc, elle n'acceptait pas d'être soignée à ce niveau-là. Et puis, son gaucho n'avait pas le temps de toute façon, n'a pas le temps de la soigner. Donc, en fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils leur font une piqûre de pénicilline. Ensuite, ils les mettent au pré et ils attendent que ça guérisse. Enfin, voilà, ils vaquent à leurs occupations et le cheval doit guérir. Bon, bref, elle reste un mois au pré comme ça. Et puis un jour, moi, je passe à cheval devant son pré, je la vois, je regarde ses jambes et ses jambes étaient infectées en fait. Elles étaient infectées avec des grosses croûtes dans un état pas possible. Donc j'en informe son propriétaire. Je lui dis mais cette jument ne peut pas rester comme ça et tu vas pas pouvoir la remonter et l'utiliser. Et je lui dis si tu veux je te la soigne. Donc il a accepté. Il a accepté que je la ramène, que je la mette dans mon pré. Et pendant 3 semaines, j'ai soigné cette jument. J'y ai passé 1 heure et demie par jour parce qu'évidemment, au début, elle ne se laissait pas approcher euh, au niveau des pattes arrière. Donc, chaque fois, j'ai passé 1 heure et demie. Et j'en ai profité pour travailler justement le fait de l'attraper au pré, de ne pas avoir à chaque fois à la bloquer dans un coin, etc. Donc, pendant 3 semaines, on a travaillé ça ensemble. Et au bout des 3 semaines, je pouvais l'attraper au pré. Elle se laissait attraper. C'était très joli. Bref, voilà, je la rends à son propriétaire, qui la remet au pré. Bon, elle repart dans la steppe avec un autre troupeau, etc. Non, non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est repartie dans la steppe avec mon troupeau à moi de chevaux sauvages, parce qu'on a un troupeau de juments sauvages dans la steppe. Et du coup, moi, je vais les voir régulièrement, c'est ce troupeau de chevaux. Donc, elle, je la voyais régulièrement avec ce troupeau dans la steppe. Je vais passer du temps avec eux, à les observer et tout ça. Donc, voilà, elle était habituée à moi, elle était habituée à ce que chaque fois, je vienne la caresser et tout ça. Et puis un jour, j'ai son gaucho qui me dit, écoute, j'aimerais bien la récupérer, mais bon, tu sais bien que cette jument, on ne peut pas l'attraper au pré, donc comment est-ce qu'on peut faire pour que je puisse la récupérer et la sortir de ton troupeau? Parce qu'on n'allait pas ramener tout le troupeau, faire 10 km pour ramener le troupeau à l'Estancia.
et isoler la jument. Et tu vois toutes les complications que ça a de ne pas pouvoir attraper un cheval dans la steppe. Et moi, je lui dis, écoute, si tu veux, on y va ensemble, on prend le quad et puis on y va et on prend un licol, tu prends la selle, moi je te l'attrape, tu la selles et puis tu rentres à l'estancier avec elle comme ça. Et il me dit, mais c'est pas possible. Jamais elle va se laisser attraper. Je dis, si, t'inquiète pas, si, viens. Donc il prend sa selle, il prend son licol, on part avec notre petit quad à deux là, et puis on trouve le troupeau, on cherche un peu, parce qu'évidemment sur des milliers d'hectares, il faut chercher un peu. On trouve le troupeau. Quand le troupeau me voit, ils viennent, parce que chaque fois, je leur amène un peu de foin. Et je dis à Augustine, donc à mon ami Gaucho, je lui dis, écoute, reste sur le quad, qu'elle te voit pas. Moi, je prends le licol et puis je vais l'attraper. Donc, il dit, ok. Il était très, évidemment, il doutait. Et puis on ne sait jamais, un cheval, de toute façon, on ne sait jamais s'il va se laisser attraper ou pas, hein, surtout au milieu de la steppe comme ça. Mais bon, bref, je m'approche de Frida, je fais ma petite technique apprise par, avec Pignon, enfin en tout cas par ses vidéos, et ce que j'avais travaillé avec elle, et elle se laisse attraper. Donc je lui passe le licol, je la ramène à son propriétaire, à Augustine, qui était là avec des yeux comme ça. Et il me dit, impressionnante, comment haces, comment tu fais? Et pour lui, c'était incroyable. Et c'est un gain de temps incroyable. Parce que pour attraper une jument, de devoir ramener tout un troupeau jusqu'à l'estancia, de devoir bloquer les chevaux dans un corral pour pouvoir attraper un seul cheval, c'est une très grande perte de temps. Et donc voilà, il y a des petites choses comme ça que je leur amène avec une méthode plus douce. Bon, il n'a pas cherché à apprendre un peu plus de la méthode. Pour l'instant, C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce il s'est dit, bah tiens, tu pourrais me montrer, apprends-moi? non, lui non. Mais il y a un autre des gauchos justement qui m'a confié ce titane avec qui je suis tombée, qui est son cheval, et il me dit, je veux pas le dresser au palanquet, je veux essayer une méthode plus douce, est-ce que tu veux bien t'en occuper? Donc voilà, j'apprends avec lui. Mais bon, moi je suis en train d'apprendre, hein, de devoir manipuler des chevaux comme ça. Eux, ils appellent pas ça des chevaux sauvages ici. Ils appellent ça des chevaux à risque. Tous les chevaux qu'on va prendre dans la steppe à 3 ans pour les débourrer, ils appellent ça des chevaux à risque. Et de devoir manipuler des chevaux à risque comme ça, évidemment, moi, j'ai fait 15 ans d'équitation en France, mais jamais j'étais au contact de chevaux à risque, de chevaux qui ne connaissent pas l'humain ou qui sont traumatisés après quelques séances au palenquet. Donc en fait, je suis en contact avec un type de cheval à la psychologie vraiment différente de ce qu'on peut trouver en France, en tout cas de ce que moi j'ai vu dans les centres équestres, des chevaux qui sont habitués à la main de l'homme depuis tout petit. Il y en a Ouais. qui sont traumatisés, hein, évidemment, mais Et je voudrais rebondir, je me permets, Alexis, parce que je lui en ai parlé à Sandra par rapport à toi aussi, ta propre jument, Alexis, qui est aussi une jument traumatisée, qui a été, et que tu prends le temps de ramener pour pouvoir après la monter et l'habituer. Tu pourrais un petit peu, parce que je trouve qu'il y a des... C'est un peu similaire où c'est différent, mais en finalité, par rapport à l'histoire de Sandra avec les chevaux des gauchos traumatisés, il y a quelque chose aussi qui est en lien par rapport à ta propre jument qui elle-même est traumatisée, que tu, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'exercices, tu amènes au fur et à mesure. Je me trompe ou pas? En fait, avec Gillica, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a un passé qui a été compliqué. Hmm. C'était donc attention, hein, ça c'est pas, je l'ai pas appris dans une communication animale, hein, je l'ai appris de par le naisseur. Sa mère est morte quand elle avait 4 ou 5 mois, donc très jeune. C'était une histoire compliquée. Ils ont essayé d'amener la mère en urgence chez le veto le soir, mais le mec travaillait toute la journée. Il a vu que le matin que la jument était pas bien. Et je crois alors je vais sûrement dire des conneries, hein, mais en gros on le rappelé dans la journée pour lui dire que ça allait vraiment pas à la jument. Et du coup il est venu après le travail pour l'amener chez le vétérinaire. Donc forcément, qui dit poulain de 4 5 mois, dit on transporte le poulain et la mère dans le vent.
Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que à ce moment-là, il voyait bien que sa jument, elle allait pas tenir, qu'elle allait s'écrouler. Il voulait pas que sa jument s'écrase sur la pouliche. Et du coup, en fait, il voyait que la jument allait s'écrouler. Et en fait, il a dû faire sortir la pouliche, mais en force. En force. Parce que sinon, sa mère allait tomber dessus. Donc déjà, il y a eu le premier truc là. Mm. Après, du coup, bah, la jument, elle a plus de mère. Et du coup, parce que sa mère est morte après. Et, euh, et ensuite, elle a été mise au pré avec sa sœur, je crois. Et puis après, je crois qu'elle a été mise seule dans un pré. Donc, elle n'a pas vraiment eu de social... C'est sûr, même elle n'a pas eu de sociabilisation normale avec d'autres chevaux. Parce que quand moi j'ai découverte, elle se faisait défoncer la gueule dans le troupeau. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'en fait, elle comprenait pas les signes. Genre, quand on lui disait bouge, elle comprenait pas. Donc, elle se faisait latter. Elle se faisait mordre. Juste parce qu'elle comprenait pas en fait ce que ça voulait dire, parce qu'elle avait jamais été éduquée. Donc déjà, on part, c'est important de le comprendre pour la suite de l'histoire, on part déjà sur un cheval qui n'a pas eu une vie de cheval avec les chevaux. Ça, c'est le premier truc à comprendre déjà. Donc on est encore dans une situation différente de ce qui se passe avec les chevaux sauvages. Elle connaissait l'humain, et voilà. Mais il y a déjà la base, donc être un cheval normal avec les chevaux, ça n'a pas, il n'y a pas eu. Ensuite, ils ont essayé de... Alors ça, c'est très compliqué parce que j'ai quatre versions différentes de la personne qui l'a vendu la jument, de la personne qui a acheté la jument, des gens d'avant. Enfin, il y a 10 000 versions différentes. Donc, mais ce que je sais et ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, quand ils l'ont vendue, elle aurait été vendue à la base comme une jument qui était déjà prête, déjà débourrée aux 3 allures, etc. Alors qu'en réalité, c'est mon ami en plus, Noémie, quand elle a eu la jument, on lui a dit tout ça. Donc, elle a pris son temps, elle a mis le tapis, elle a mis la selle tranquillement. Ça s'est bien passé. Elle a pris son temps. Elle dit, je vais d'abord la faire tourner un petit peu à la longe pour voir comment elle est avant de la monter. Donc jusque-là, quelque chose de très correct, de très réfléchi. Et puis la jument, elle a explosé dans tous les sens, quoi. Dès qu'elle lui a demandé un départ à la longe, elle a explosé dans tous les sens. Et en fait, la selle est passée en dessous du ventre. Donc premier traumatisme. Et puis après, bah, ils l'ont fait venir par plusieurs personnes. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu plusieurs débourrages ratés. Et bah, en fait, oui, ça me fait penser un peu à votre situation. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler avec Gilica, et ce que je dis, c'est 3 ans de travail documenté. Donc tout est filmé. C'est ce que je dis, c'est pas une histoire que je raconte. Genre les gens, après ce podcast, ils peuvent aller voir Travail d'une jument compliqué, la playlist sur ma chaîne YouTube. Tout est filmé. Il y a plus de 100 Elle est épisodes. bien. Tout. Il y a tout. Il y a tout. Ouais. Et on Mm. voit vraiment en première séance, bah, la jument, elle se laisse pas toucher, elle se laisse pas approcher. L'école, c'est même pas la peine. Donc à l'époque, je travaillais vraiment d'une manière différente de maintenant. Maintenant, j'ai des process où je mettrais beaucoup plus de rapidité à avancer dans ces étapes-là. Et oui, en fait, il y avait vraiment ce problème-là. Donc moi, j'ai dû faire ce travail sur l'humain, réassocier l'humain à quelque chose de positif. Mais en Mm. fait, le problème de Angelica, c'est que c'est pas trop une jument. C'est une jument qui a quand même une sensibilité. Mais tu vois, elle a jamais eu peur des voitures ou elle a jamais eu peur des oiseaux qui s'envolent. Oui, elle va faire un petit écart, mais pas de manière disproportionnée à partir à fond de balle au galop comme on peut voir sur certains chevaux. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc où en fait, c'est je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Donc pas de la résignation, mais de la dissociation. C'est vraiment pour moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était résignée. Et pour avoir vu des chevaux résignés et d'autres chevaux vraiment dissociés, elle a jamais été résignée. Mais elle a été dissociée. Je l'ai dit un moment dans les vidéos qu'elle était résignée, mais c'était une erreur de langage. Elle a été dissociée. C'est-à-dire qu'en fait, J.L.K., elle a été travaillée. Et encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre aux gens qui l'ont travaillée parce qu'ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient dans les mains et ce qu'ils avaient comme connaissances, avec des méthodes qui, encore une fois, fonctionnent sur 80-90% des chevaux. Mais sur ces chevaux-là, et on en parlera après, mais même je pense que tu vois, ces méthodes-là, elles marchent sur 80% des chevaux chez les gauchos, mais il y en a, ça fonctionne pas du tout. Je suis sûr, Non. il y a des chevaux avec qui ça fonctionne pas du tout, on en parlera après. Mais du coup, voilà, ça fonctionnait pas. Et en fait, vu que c'est une jument qui est hypersensible, en fait, elle a juste appris à se freeze. C'est qu'en fait, elle est capable de. Tu fais une stimulation. Oula, le micro a pris un coup. Tu fais une stimulation et en fait, la jument, elle va être comme ça. Elle va relever l'encolure, mettre les yeux comme ça. Elle va être stressée. Elle va prendre sur elle. Et en fait, sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils n'ont pas les connaissances, quand ils savent pas voir les signes, ils vont dire, ah, elle dit rien. Oui, elle dit rien, mais si elle pouvait se suicider, elle le ferait. Tu vois, c'est cette idée-là à comprendre. Et en fait, elle prend sur elle, elle prend sur elle. Et à un moment, il y a un truc qui est trop. Et là, ça explose. Et là, ça devient dangereux. Et c'est comme ça que les débourrages ont été ratés. Mais c'est encore une fois, c'est pas que les gens sont nuls, c'est juste qu'ils ont fait ce qu'ils avaient avec les compétences qu'ils avaient. Et forcément, quand tu as vu passer des chevaux et que tu as une méthode qui a marché sur 80% d'entre eux,
En fait, tu dis que le cheval, c'est que le problème vient du cheval, du coup, et pas de la méthode. Et moi, encore aujourd'hui, hein, il y a plein de gens qui disent, tiens, il n'y aura pas avec cette jument, c'est un cas désespéré, elle est trauma, c'est fini. Et donc, il y a eu tout ce problème-là à créer avec l'humain, à recréer cette relation avec l'humain. Ça a été bien. Et ensuite, les étapes, bah, c'était faire sauter le traumatisme de la sangle. Donc ça a été fait. Et là, on est en train de travailler sur le traumatisme du dos, qui est un peu plus lourd que celui de la sangle, mais je sais que je devrais revenir par la suite à celui de la sangle. Donc tu vois, là, on n'est même plus dans l'éducation d'un cheval, mais on est vraiment sur de la résolution de traumatisme. Et en fait, débourrer un cheval qui a pas de problème, etc., vraiment, en une semaine, ça peut être fait. Genre, si tu crées, tu as une petite relation avec l'humain et tout, ça se passe bien, en une semaine, ça peut être fait. Mais quand tu es sur un cheval qui a un passif et des émotions négatives, des associations négatives, des références négatives, t'es plus sur un travail d'éducation, t'es sur un travail de rééducation. Et pas juste de rééducation en mode le cheval te traque ou te mord et il faut faire de l'équitation éthologique avec un licol en corde qui appuie sur les nerfs du visage du cheval. Et on dit que c'est pour de la précision, alors que j'ai beaucoup plus de précision que tous ces gens qui utilisent ce licol et j'ai jamais mis de licol éthologique de ma vie, enfin de licol de corde. Donc ça, c'est du bullshit aussi. Mais il y a non, mais c'est vrai. Et franchement, vraiment, tous ceux qui disent que l'école éthologique, c'est mieux et que machin, je vous chie dessus. Je vous chie tous dessus. Vraiment. Et je l'assume. Et je vous chie tous dessus. Vous êtes des merdes. Non, je rigole. Je T'as vais des pas être si dur propos, que ça. Non, mais parce qu'en fait, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Il parle de on a plus de précision. Ok, mais comment ça se fait que moi, avec mon licol plat, j'ai encore plus de précision que toi? C'est faux. C'est parce qu'après, il y a tout un truc marketing derrière. Mais il y a un effet de mode aussi. Ça, parce que je mets un licol de corde, donc je suis une bonne personne qui utilise un matériel doux. Mais ton matériel doux, il appuie sur les nerfs du visage de ton cheval. Enfin, c'est... Bref, c'est un autre sujet. Mais tout Un ça autre pour sujet revenir, qu'on du coup, pourrait il y a discuter. cette... Oui. Hein? C'est un autre sujet auquel on pourrait discuter. Ouais, c'est un autre sujet. Faut Mais savoir. après, faites vos choix. Il y a des gens qui utilisent des l'école de corde et qui sont des très bonnes personnes. Il y en a même qui sont meilleurs que moi qui utilisent ce matériel-là et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut se poser les questions avant de faire les actions, on va dire. Et du coup, pour revenir sur la jument, ouais, traumatisé, compliqué, faire sauter les traumatismes. Et en fait, t'es pas juste sur éduquer un cheval, mais tu dois enlever des mauvaises mémoires. En fait, tu dois enlever des mauvaises mémoires. Et donc, même si tu as une bonne méthode, en une semaine, tu peux débourrer un cheval. Là, on n'est même pas sur un redébourrage, on n'est même pas sur de la rééducation, on est sur enlever des traumatismes, enlever des réflexes, des comportements qui ne passent même plus par le cerveau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le cheval voit un oiseau, il fait un écart, il a peur, ah ok, c'est un oiseau, je reviens. Non, c'est ça ne passe plus par le cerveau. Quand il y a un traumatisme, le corps réagit avant. C'est-à-dire que elle va savoir, par exemple, que la longe sur le dos ne va pas la tuer. Elle le sait consciemment dans son cerveau. Mais son corps lui dit, on va mourir. Et c'est ça, quand on a un vrai traumatisme, c'est pour ça qu'on parle de la somatisation, de que ça s'exprime dans le corps, de toutes ces choses-là, de la mémoire du corps aussi, hein, qui est quelque chose qui existe, hein. Un cheval qui a eu mal au dos pendant des années, qui aujourd'hui n'a plus mal, mais on met une selle, il est comme ça. Mémoire de la douleur, mémoire du stress. Donc il y a toutes ces choses-là. Et oui, c'est pour ça que quand tu parlais de ta jument là enfin c'est pas la tienne du coup, je sais pas, mais c'est dans les barbelés en tout cas que tu as soigné, tu en es plus sur éduquer un cheval. On est sur déconstruire et tu dois tout déconstruire, tout enlever. Tu dois enlever toutes les couches, toutes les couches, toutes les couches pour essayer de récupérer un noyau qui est à peu près correct et essayer d'en faire quelque chose de mieux. Donc ouais, c'est... Et très souvent, en réalité, quand un cheval est trauma, on le vend, on s'en sépare, on le classe dans chevaux compliqués, et voilà. Mais c'est dommage parce que c'est des chevaux qui sont très difficiles et qui sont pas faits pour tout le monde. Genre, tout le monde n'est pas capable de travailler ces chevaux-là. Enfin, si, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne veut pas le faire parce que ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Oui, mais Mais c'est justement, possible. je reviendrai, on a eu cette discussion avec Sandra, mais aussi avec toi. On est aussi, quand tu dis ça, et justement dans cet espace où nous, on doit aussi être sécure pour le cheval, Mm. pour pouvoir l'amener. Parce qu'on revient, si on prend le temps, parce que je pense qu'on va y revenir avec Sandra par rapport même à Titane, hein, c'est ça, c'est ça? Ouais. Mm. C'est aussi d'être, nous, cet humain qui lui permet au cheval, peu importe ce qui lui est arrivé, dans des espaces où ça va demander du temps, c'est sûr, d'être celui qui est sécure et qui lui permet, où nous, on est vraiment stable,
Déjà, c'est ce que tu m'as appris, Alexis, et tu m'as montré ce chemin-là. Et je pense que c'est un peu la même chose, Sandra, quand tu as dit peut-être que tu es allée trop vite avec Titane. C'est ça? Parce qu'elle Tout avait à déjà fait. eu la selle ou pas, elle? Titane? Oui, Titane. Oui, 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 Titane, c'était la deuxième. Je l'avais monté 2, 3 fois sans selle, sans rien, juste au pas, hein. Et puis là, c'était la deuxième fois que je le montais avec la selle, donc c'est un élément encore de plus. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bah, contrairement à vous, moi, j'ai pas toute cette expérience. J'ai eu 15 ans d'équitation jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, jusqu'à l'année dernière, j'ai plus eu de contact avec les chevaux. Donc, dresser les chevaux, tout ce qui est éthologie, tout ce qui est l'école, je sais pas quoi, éthologique en corde, plat, machin, tout ça, en fait, moi, je connais pas. Euh, tout ce que j'ai, c'est mon bagage de 25 ans de méditation et de yoga. C'est mon corps, c'est mon ressenti, c'est Bah, t'as la cette posture connexion. intérieure, en fait. Ouais, tu as la Voilà. posture aussi, je Tu cherchais l'as le mot. déjà. Tu C'est mettais plus la que de la posture. technique. En fait, il te Hmm. restait plus que la technique, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, mais la technique, c'est le plus facile. Genre, en 2 semaines, c'est bouclé la Oui, technique. Les gens, ils passent des années à se concentrer sur des livres et sur des formations de trucs de technique. C'est le plus facile à apprendre, la technique. La posture intérieure, c'est le oui. plus difficile. C'est exactement Et ça. Merci de l'avoir rappelé. Hmm. oui, tout à fait. Et c'est vraiment, j'ai la chance, je pense, d'être dans un environnement où j'ai des centaines de chevaux à portée de main, des traumatisés, des sauvages qui n'ont pas été en contact, pas beaucoup avec l'humain, et du temps et, et mon ressenti. Et je suis loin de l'Europe, je suis loin de toutes les théories de il faut faire comme ça, non, il faut faire ça, il faut donner la carotte, non, il faut pas donner la carotte et tout. Et du coup, bah, moi, je peux pas être formée ici, je peux pas faire de stage, j'en ai fait un avec un Argentin, mais du coup, je me suis dit, je vais pas faire comme avec le yoga, faire des milliards de stages pour pouvoir apprendre des théories des autres. Je vais juste aller dans la steppe avec les chevaux. Je me fais mon sac avec mon pique-nique. Je vais me poser avec eux dans un troupeau de chevaux et je reste là et je les observe et je vois si je peux m'approcher et je suis juste avec eux en fait. Je m'assois avec eux et j'ai fait ça pendant au mois de septembre. J'ai fait ça pendant un mois parce que enfin, je pouvais pas travailler les chevaux ici à l'essentiel. Donc en fait pendant un mois tous les jours j'allais avec mon troupeau de chevaux sauvages, ils étaient 15, et je restais là avec eux toute la journée, sans même tenter vraiment quoi que ce soit. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai envie d'entrer en contact avec eux, avec cette forme de vraiment voilà, de ressentir avec ce que je suis. Évidemment que je vais voilà, je parle beaucoup avec Patricia. Patricia, toi, tu m'apprends beaucoup aussi de justement cette lenteur, être beaucoup plus en silence avec les chevaux, parce qu'évidemment que j'ai des conditionnements d'avant qui reviennent avec les chevaux. Moi, je vais utiliser la parole et c'est vrai qu'en découvrant la qualité du silence et la qualité de présence dans laquelle je suis quand je suis en silence avec les chevaux, voilà, j'ai des pistes comme ça que je peux explorer en m'inspirant d'autres personnes. Mais c'est vrai que voilà, j'aborde ce dressage des chevaux, et j'aime pas ce mot, mais cet apprivoisement des chevaux, avec une forme d'ignorance qui me coûte évidemment, hein, qui m'a coûté mon épaule, bien que on peut toujours se blesser quel que soit notre niveau, mais et du coup j'ai une forme ouais, d'ignorance, peut-être d'innocence aussi, dans cette approche avec le cheval. Et donc, du coup, aussi par rapport au podcast, hein, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de quoi que ce soit, ni d'éthologie, ni de cheval, ni de rien du tout. En fait, j'arrive ici avec une forme de naïveté et d'ignorance et j'observe ce qui se passe, j'observe comment ça résonne avec moi. Est-ce que j'ai envie de dresser un cheval au palanquet comment je sens les chevaux des gauchos. Et effectivement, je rebondis là sur ce que tu disais, Alexis. Ici, un cheval, ça coûte vraiment. Il n'y a pas du tout le même rapport aux chevaux qu'en Europe, parce qu'ici, un cheval, ça coûte pas cher. Il y en a partout des chevaux. Et un cheval, tu peux acheter un poulain pour 500 euros, pour 400 euros. Tu peux acheter un cheval dressé pour 1000 euros ou 1500 euros. Un joli cheval, tu vois, Pas les prix un d'ici.
Ouais, Non, pas du tout. alors attends, quand tu dis dresser aussi, c'est résigné. Oui, Oui. oui, non, c'est comment ils disent ici, manso, c'est-à-dire que voilà, on peut monter dessus, on peut leur mettre la selle, le filet, monter dessus. Comment tu dis? Et Manso? manso, c'est apprivoiser. Ouais, Mansora, c'est c'est ça? C'est quoi, c'est portugais? amansar un Espagnol? caballo, c'est apprivoiser un cheval. Et pour eux, apprivoiser, c'est jusqu'à monter dessus. Ils utilisent beaucoup ce mot. Mais ici, c'est pas précis. Hein. On n'a pas du tout le vocabulaire complexe de l'Europe. Hein. On a un rapport beaucoup plus brut aux choses. C'est quelque chose que j'aime aussi. Hein. Mais justement, donc ici, les chevaux, il y en a partout. Ils coûtent pas cher. Donc, comme tu dis, leur manière de dresser les chevaux, ça va marcher sur 70 ou 80% des chevaux qui vont entrer dans cette résignation apprise ou cette pétrification. Moi, je ne fais pas trop la différence entre les deux, mais peut-être que toi, résignation, pétrification, dissociation, pour moi, c'est un peu tout mélangé, Ouais, tout ça, bah, mais ça. je peux faire un point rapide si tu veux Ouais, pour c'est les super, gens. j'allais poser la question. Super. Ouais, on va vraiment faire très simple. En fait, il y a la dissociation. Moi, je vais parler de dissociation et de résignation. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Euh, les chevaux résignés sont moins dangereux. Ce sont typiquement des chevaux un peu. C'est des chevaux qui sont un peu éteints. Les chevaux, enfin, je vais prendre autrement. Les chevaux qui sont résignés sont moins dangereux, d'accord, parce qu'ils sont éteints. Les chevaux dissociés peuvent être extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent exploser à tout moment, d'accord? C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que c'est la différence entre un cheval qui est dissocié et un cheval qui est résigné? Simplement, dans le langage corporel, un cheval qui est résigné, il va avoir l'impression d'être éteint. Souvent, les chevaux résignés, vous voyez, ils ont, vous voyez, on parle de l'accent circonflexe sur l'œil. Eux, des fois, ils en ont deux, trois, parfois même quatre rides, tellement ils sont tellement en état de crispation sur leur visage que ça s'est inscrit dans le. Comme quelqu'un qui fronce les sourcils, un humain, ça va créer des rides au fur et à mesure. Les chevaux, c'est pareil. Il y a des chevaux, des fois, ils ont 10 ans, ils ont plein de rides parce qu'ils sont en douleur. Et moi, j'en vois maintenant, je vois tout ça. Donc, la résignation, c'est vraiment le cheval est comme ça, un peu éteint, un peu endormi, un peu. Genre, c'est ce que tu disais, la personne arrive, tu vois le cheval, il se met comme ça. Il a l'air décontracté, il est juste éteint. Il coupe le cerveau. La dissociation, et ça, c'est les chevaux les plus durs, les chevaux résignés, parce qu'en fait, ils coupent le. Alors, j'en ai jamais vraiment travaillé, les chevaux résignés, mais pour avoir échangé avec des gens, on me dit que c'est les plus difficiles parce que, pas dans le sens dangereux, mais dans le sens, en fait, ils ont rien, ils sont vides. Et pour les refaire s'exprimer, c'est très difficile. C'est une des choses les plus difficiles. Plus que Et tu trouves pas redébourrer un leur cheval émotion, compliqué, c'est d'ailleurs. ça? Hein? Pardon, je te coupe. Ça va résigner, c'est-à-dire que quand tu les vois et tout, je crois il Éteint, n'y a aucune émotion. Tu as beau essayer éteint. de trouver l'espace où ça va leur faire plaisir, tu vois rien qui s'ouvre ou la babine qui va ou quelque chose qui va un peu montrer qu'ils sont contents. C'est Ouais, ça? je vais te montrer. Ouais, c'est ça. Bah, je vais te montrer des photos. Je dois pouvoir trouver ça, je pense, Ouais, mais sur Internet. Euh, Après, est-ce que ça va vraiment être parlant, cette image-là? Mais en fait, tu peux voir le. C'est marrant, je Ah, dis mais cheval je vois, résigné. Sandra, je pense que tu vois aussi. C'est en fait, le cheval a Oui, l'impression d'être calme et oui, endormi, mais tu vois, que c'est pas un vrai calme, c'est vraiment oui. éteint. D'accord? Ah oui, je comprends tout à fait. Je Ouais. suis tout à fait comme ça. Je pense à nos auditeurs pour qu'ils puissent. En fait, le cheval est un peu comme ça, on a l'impression qu'il dort, mais en fait, il est juste éteint. Et la différence entre un cheval qui dort et un cheval qui est résigné, parce qu'à un moment, moi j'avais des grosses progressions et tout que j'ai dit, je me suis dit, ouais, ok, là, genre, elle explose moins, elle est plus posée, mais est-ce que je l'ai pas résignée sans faire exprès? Et en fait, non, pas du tout. Parce que la résignation, tu vois vraiment. Après, ça va être compliqué de la résigner, cette jument-là, mais elle garde cette expressivité. Tu vois, elle n'est Ouais, pas éteinte. Il n'y très a bien. plus rien. Vraiment, le cheval résigné, il n'y a plus rien qui passe. C'est-à-dire que tu viens, tu lèves le Mm. bras super fort, tu fais un geste hyper brusque, il réagit pas. Il est éteint. Il coupe. Ça, c'est la résignation. Donc, on pourrait dire vraiment résignation, cheval qui est éteint. La dissociation, c'est ce qui arrive avant. Ce qui arrive avant la résignation. La dissociation, en fait, c'est. Donc ça a été vraiment créé au fur et à mesure par beaucoup de gens qui ont fait du travail à pied, de l'équitation dite éthologique, qui au final n'a rien à voir avec l'équitation. Enfin, dans- enfin, c'est mon combat. Je sais que plein de gens vont pas être d'accord et je vais me faire plein d'ennemis en disant ça, mais il y a plein de trucs dans l'équitation éthologique qui sont complètement dénaturés du cheval, qui n'ont aucun sens. Genre quand on te dit l'équitation éthologique, c'est
mettre de la tension sur un licol pour apprendre au cheval à céder à la pression pour pouvoir, par exemple, le déplacer. Mhm. Il n'y a jamais, dans toute l'histoire de toute l'humanité de tous les chevaux, il n'y a jamais un cheval qui est venu prendre un licol, le mettre à un autre cheval et tirer sur la tête de cet autre cheval pour l'éduquer. Donc en fait, eux, ils te disent, oui, on met des licols de corde qui appuient sur la nerf du cheval pour apprendre à céder la pression et éduquer. Mais les autres chevaux dans le troupeau, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et après, ils disent, oui, mais parce que c'est le monde du cheval et le monde des humains. Je fais, bah, viens voir ma séance, tu verras qu'il n'y a pas besoin de faire ça. En fait, si tu apprends à utiliser ton langage corporel, que tu comprends la notion d'avoir un cheval qui te regarde, tu comprends les notions de tension, de relâchement, etc., en fait, ça fonctionne, tu vois. Et le jour où ton cheval te tient en liberté, tu n'as jamais besoin de mettre. Enfin, t'as pas besoin d'apprendre à céder la pression. Crée la confiance. Donc, juste pour revenir, c'est un débat, mais Mm. cheval résigné, c'est cheval qui est éteint, qui est un peu comme ça. Et cheval en dissociation, cheval qui se dissocie, c'est un cheval justement qui part de multiples stimulations dites éthologiques par moment, pas tous encore une fois, mais ça existe. En fait, ils vont juste apprendre qu'ils ne doivent plus bouger. En Mhm. fait, il comprend que la pression s'arrête. C'est ce qu'ils disent, hein, laisse le cheval gagner. Il comprend que la pression s'arrête quand il arrête de bouger. Mais en fait, encore une fois, sur 80-90% des chevaux, ça fonctionne extrêmement bien. Ils comprennent que ah bah, il faut juste que je m'arrête et ce truc-là n'est pas dangereux. Mais sur des chevaux avec un peu plus de sensibilité, liée à de la génétique ou liée à du passé ou peu importe, bah en fait, le cheval comprend juste qu'il ne doit plus bouger. Et donc on dit, ah c'est bon, il a compris, il bouge plus. Mais en fait, à l'intérieur, il croit qu'il va mourir. Donc oui, il bouge plus, mais il n'est pas détendu. Et en fait, il ne faut pas Ouais. regarder que est-ce que le cheval bouge plus, c'est est-ce qu'il est détendu. Et donc, il y a toute une notion de décontraction. Et c'est pour ça, bah, tu le sais, Patricia, on a travaillé ensemble, mais moi, j'amène beaucoup cette notion-là avec les élèves. C'est de dire, OK, oui, là, regarde, ton cheval a bien fait, mais il n'y a pas de décontraction. Donc, ça compte pas, ça sert à rien. Et donc, de ramener la décontraction. Parce que la décontraction va amener l'internalisation. Et il n'y a que l'internalisation qui amène la sécurité. Jamais le contrôle, sauf s'il est résigné. La résignation, c'est la sécurité. Et autre parenthèse, on disait qu'avant, les gens étaient beaucoup plus durs avec les chevaux dans le temps, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'accidents avant. Donc, oui, les gens étaient beaucoup plus durs avec les chevaux avant, et ça marchait mieux, il y avait moins d'accidents. Est-ce que c'est une bonne chose pour autant? Je pense pas. Il y a quand même, on peut aujourd'hui avoir des méthodes moins dures, et ça fonctionne. Tu vois, nous trois ici, on en est la preuve, et il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres gens. Donc, c'est aussi de comprendre qu'il y a toutes ces choses-là. Et la dissociation, le cheval ne bouge plus, mais à un moment, un tout petit truc peut shifter. Ça peut être quelqu'un qui éternue, ça peut être quelqu'un qui fait tomber ses clés. C'est un truc qui paraît rien par rapport au mec qui a jeté le drapeau comme un fou à côté pendant une demi-heure. Donc c'est vraiment comprendre ces deux choses-là. Et la résignation, comment sortir un cheval de la résignation, je ne peux pas vous dire parce que je l'ai jamais fait, mais il y a plein de contenu sur ça aujourd'hui. Et sur la dissociation, il faut amener de la décontraction en fait. Il faut baisser l'enjeu. Et c'est deux choses très différentes. Mais toi, je pense, de ce que tu racontes, Sandra, par rapport aux chevaux que tu as côtoyés, tout ça, on est beaucoup plus sur de la résignation que de la dissociation, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, la dissociation, quand elle perdure, et c'est exactement ce qui se passe en fait au Panenke, c'est qu'au début, le cheval, il est comme ça, je pense, il bouge, il bouge, il bouge. Après, il bouge plus, mais il est en stress comme ça, et à un moment, il n'y a plus de stress, boum, ça s'éteint. Donc ça passe de la dissociation à la résignation. Moi, je le vois comme ça, tu me diras si c'est juste. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais je pense que je vois des. Merci de faire la nuance. Je pense qu'il y a vraiment les deux types. Et justement, cette méthode au palanquet hautement traumatique, elle fonctionne sur peut-être, je ne sais pas, 70-80% des chevaux. Je dis ça un peu au hasard. Mais elle ne fonctionne pas sur tous les chevaux. Il y en a qui se tuent, hein, parce qu'en fait, si le cheval, comme c'est jamais le licol qui va céder, parce que le licol est indestructible et le palenqué, le poteau ne bouge pas non plus, si le cheval a trop de force et qu'il est trop en panique, il peut arriver, il arrive, qu'il tire très fort et qu'il se brise la nuque. Et à ce moment-là, ben voilà. Donc, il y a cette forme de réaction-là qui fait que, bon, bah, avec ces chevaux-là, ça marche pas. Et il y a des chevaux qui demeurent traumatisés. Et là, justement, il y a un des gauchos qui me parlait de ça. On a un gaucho ici qui est très nerveux avec les chevaux et qui a tenté de débourrer un de ses poulains et, au palanquet. Et il ne peut rien en faire. Le cheval reste en état de panique constant. Donc, il peut rien en faire. Mais comme ici, il y a plein de chevaux et qu'ils ne coûtent pas cher, tous les chevaux qui sont en état justement de trauma chronique et qu'on ne peut pas utiliser, eh ben, ils les laissent de côté. Soit ils vont pour la viande, parce que ben, ici, ils mangent beaucoup les chevaux,
soit il retourne dans la steppe et puis on s'occupe plus de lui. Et on garde que les chevaux en fait qui sont justement, comme tu l'expliques, Alexis, qui arrivent à ce point où ils sont résignés et ils s'éteignent. Pas tous, j'en ai vu qui gardent leur étincelle de vie, mais la majorité ont le regard éteint, effectivement. Il y a aussi ceux, puisque moi j'ai travaillé quand j'étais là justement avec Jean-François Pignon, puis on en parlait, j'avais choisi ceux qui ne peuvent ni se résigner, ni, je sais pas si c'est de la dissociation, qui finissent en rodéo, pour les rodéos. Non, ça c'est encore Alors, une autre culture. Ça, c'est un autre sujet. Non, les chevaux des rodéos, ils sont vraiment, en Entraîné. fait, ils sont vraiment élevés et entraînés pour le Mm. rodéo. C'est pas un déchet des ah, chevaux qui bah, ont tu été. vois, j'avais compris ça. Ok. J'ai cru que c'était, pardon, j'ai cru que c'était, ok, on peut rien en faire, mais on pourra s'amuser avec en rodéo. Ok, Non, super. non, le rodéo, c'est vraiment un lobby, c'est vraiment quelque chose de très puissant en Argentine et en Patagonie. Il y a vraiment des éleveurs de chevaux de rodéo qui sont Ouais. que tu peux mettre le licol, tu peux les promener en longe, il n'y a aucun souci, mais quand ils sont sur le terrain de rodéo, c'est des chevaux, c'est des furieux. Enfin, c'est hyper impressionnant à voir. Et ils sont Puis curieux pour quelle raison? C'est quoi qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils les amènent à ça? Tu vois, c'est Ah, très ben, ils sont particulier. avec des éperons, et puis ils sont avec des éperons, et puis des espèces de cravaches là, en cuir, et ils les frappent tout le long. Hein. Tout le long du rodéo, ils doivent tenir 12 secondes dessus, et ils sont frappés à coups d'éperons et de cravaches, donc le cheval, il pète un câble. intéressant. Ce pas des chevaux qui ont été dressés à être Mm. montés. Non, Mm. enfin, je veux pas décrire, voilà, ça c'est encore un des trucs Ouais, pour moi impressionnants, mais pour eux, c'est un sport. c'est Mm. ça. Le rodéo, c'est toute une pratique et c'est tout un système et tout un entraînement. Moi, je me souviens, il y a cette scène dans Yellowstone, la série pour ceux qui veulent regarder. Et il a, comme pareil, comme ça, tu vois, il chope un cheval, un Mustang sauvage, je crois. Et ils n'arrivent pas à le débourrer, ils n'arrivent pas à le rébourrer. Le cheval, il rue, il rue, il rue. Et à un moment, pourtant, le cheval, il rue vraiment bien fort. Et tu vois, il amène et tout dans une écurie où un mec fait du rodéo, justement. Parce que, bah, il se dit, le cheval, on va rien en faire, on va le vendre en rodéo. Et tu vois, le cheval, c'était un fou. Genre, il ruait de fou. Et le mec du rodéo, le professionnel du rodéo, il dit, ouah, il est pas bon pour le rodéo, il rue pas assez fort. Donc là, c'est vraiment aussi. Oui, il y a une sélection, il faut que les chevaux soient très impressionnants, parce que plus c'est impressionnant, plus les gens ont envie de venir voir. C'est c'est Ah, ça d'accord. aussi, si le cheval met juste des petits coups de cul gentils comme les chevaux de CSO, avec tout mon respect bien sûr, mais c'est pas. Et ils veulent des trucs, faut que ce soit dangereux. Si c'est pas dangereux, c'est pas intéressant. Dans leur Ah oui, conception du truc. Ok, c'est très mais très important. Moi, j'ai été encore à un rodéo la semaine dernière. Bon, il y en a un qui est reparti en ambulance, hein, parce qu'il y a toujours des blessés. Et effectivement, les chevaux, tu les vois dans le paddock, ils sont attachés, ils bougent pas. Tu peux pas imaginer. Même physiquement, des fois, ils sont pas du tout impressionnants. Mais quand ils sont avec le cavalier sur le dos, la selle ultra sanglée, les éperons comme ça, et que, bah, évidemment, que, bah, voilà, le cheval, il part en défense. Mais bon, c'est un autre sujet. Et justement, ça, ça c'est pas. ce que je voulais ajouter, c'est que ici, là, je décris cette manière de dresser les chevaux et tout, et c'est pas comme ça dans toute l'Argentine. Hein, je veux quand même vraiment le répéter. Et à côté de ça, une fois que le cheval, on lui a enlevé la selle, il retourne avec ses potes dans la steppe, sur des milliers d'hectares, où il a toute la liberté de mouvement, où il a toute sa vie sociale, parce qu'ici, on ne rencontre pas les problèmes que tu as eu avec ta jument Alexis, parce que tous les chevaux sont socialisés. Comme ils restent avec leur mère jusqu'à ce que leur mère aille le prochain poulain, ils restent une année avec leur mère, ils sont en troupeau, ils bougent toute la journée, ils mangent toute la journée, ils mastiquent toute la journée. En fait, ils ont, à côté du trauma, si tu veux vraiment en lien avec l'humain, pour certains, ils ont une vraie vie de cheval. Et pour moi, ils ont une vie de cheval beaucoup plus digne que ce qu'on peut trouver dans la majorité des centres hippiques, de ce que moi j'ai vu en France, où les chevaux restent 23 heures sur 24 dans un box, où justement ils sont séparés de leur mère très tôt, ils ont aucune vie sociale, ou en tout cas ils sont dans leur paddock tout seuls, quand on les sort au pré, ils voient leurs copains derrière des barrières, ils peuvent même pas se toucher. Moi je les vois, ils ont tellement de contact physique quand ils sont en nature. Euh, et Ils peuvent ça, pas ben, faire c'est les grands gâteaux.
chevaux, ils peuvent pas faire ce qui est super bon à ressentir. C'est ça. Tu les vois tous ensemble. Et là, c'est sur des kilomètres, sur des hectares, des milliers. Et c'est magnifique. Même à ressentir soi-même dans son corps. Moi, ça a été, pour moi, ça a été vraiment, ça a contacté en moi cette liberté, ce quelque Mm. chose. Ouais, Tellement bon, quoi. C'est tellement ouais. bon. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux parts. C'est vrai que nous, on se Oui, sent bien, mais nous, finalement, ils sont dans des petits paddocks, des box, ils sont enfermés. Et c'est ce que j'ai fait comme sottise avec ma première jument. Et oh mon Dieu, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Parce que je suivais les consignes qu'on me demande. Parce que pareil, je croyais que le professionnel avait cette sainte vérité, cette parole vraie. tout Mm. à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que parfois, moi, je sais que je pourrais plus être en Europe avec ces chevaux qui sont enfermés toute la journée. Je pense que c'est une maltraitance plus. Peut-être, enfin, on peut critiquer le palenque ici, évidemment, c'est aussi une aberration du point de vue de la compréhension du cheval, mais n'empêche qu'ils ont une vraie vie de chevaux à côté de ça. Alors que voilà, en Europe, on a beaucoup de théories sur le bien-être du cheval, mais à côté de ça, nos chevaux n'ont pas une vie de chevaux. Alors, on n'a pas les terres qu'il y a ici. L'Argentine, c'est 5 fois plus grand que la France. Donc, on a des milliers d'hectares. Vous imaginez une estancia de taille normale en Patagonie, 50 000 hectares. Bref, moi, quand je suis arrivée là, je dis, 50 000 hectares, déjà, pour moi, 100 hectares, c'est déjà énorme. Non, ici, 100 hectares, c'est un petit champ. Donc, y a ça aussi que je goûte euh, avec les chevaux, de les voir, vraiment de prendre conscience de l'importance de la manade, du groupe, de cette vie sociale du cheval, de cette liberté de mouvement, du fait d'avoir accès à la nourriture, de pouvoir manger tout le temps, toute la journée. Y a tous ces éléments-là qui me paraissaient, enfin, qui n'existaient pas en fait quand je montais à cheval en Europe. Pour moi, ça me percutait pas. Et là, je prends conscience que ces chevaux, malgré les traumas qu'ils peuvent avoir avec l'humain, ils gardent quand même un équilibre. C'est-à-dire que jamais ils vont t'embarquer à galoper comme des malades, jamais, enfin, ils vont pas avoir les peurs et les espèces de coups de folie qu'ont nos chevaux en Europe. Donc, ils ont quand même une forme d'équilibre de base qui, moi, à chaque fois, m'interpelle par rapport à nos chevaux européens. Alors, c'est une autre génétique, ce sont des criochaux ou des mélanges. Il y a toute une autre mémoire. Hein. Ça fait 400 ans qu'ils sont ici, ces chevaux-là, et qui sont vraiment voilà, utilisés pour le tri du bétail, etc. C'est aussi, voilà, il y a toute une autre histoire. Ce ne sont pas des chevaux de sport. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas tout critiquer et qu'il y a vraiment des belles choses à apprendre ici aussi. Et j'apprends énormément grâce à ça. Je pense qu'en Europe, je ne me serais pas rendu compte de manière aussi flagrante de cette importance de la manade pour les chevaux. C'est Et quoi il y a la... quelque chose au travers de la nature qui crée. C'est ce que j'ai retenu, moi, et que j'ai ramené auprès de mes chevaux. Je pense que aussi le fait de... Là, je fais une aparté, désolée, Alexis et autres. Ils ont vraiment quelque chose qui nous ramène. Et moi, c'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai pu ramener sur mes propres chevaux qui n'ont que 7 hectares. Alors ici, quand on vient, on me dit, oh, c'est magnifique, ils ont de l'espace. Je me dis, ouais, bah, en réalité, oui. Et tout petit. Mais, mais il y a quelque chose, je suis complètement d'accord, Sandra, et tu as tout à fait raison de poser ça. C'est important, vraiment. Oui, oui, Mm. c'est important. Il y a vraiment des belles choses. Et bon, Ils voilà, peuvent, après, d'une certaine je pourrais. façon, ouais, vivre vraiment leur vie, leur vraie vie ouais, de cheval avec leurs compagnons, l'effet grec. Et ils connaissent vraiment ça. Ils le retrouvent pleinement. Et tout, et oui, et c'est ce que tu disais, Alexis, cet apprentissage des codes entre chevaux, des limites, quand un cheval dit à un autre, non, tu vas pas plus loin que ça, ça c'est ma limite, le cheval est éduqué en fait pour l'humain. Il s'éduque entre eux
Et une fois qu'il rentre en relation avec l'humain, il est éduqué. C'est-à-dire, si on utilise ses codes, son langage corporel, il répond tout de suite parce que c'est son langage à lui. Et c'est vrai que voilà, cette socialisation, elle est fondamentale. Et le fait qu'ils respectent ça ici, parce que pour eux, c'est le bon sens commun. Hein. Un cheval, voilà, jusqu'à 3 ans, il n'est pas fait pour être monté, donc il reste avec sa manade, avec sa maman, il est éduqué. Et après, ce sont quand même des chevaux qui ont une forme d'équilibre intérieur, naturel. C'est quoi tu disais, voilà, 8 heures par jour à cheval. Il travaille beaucoup, tu me disais. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu le portrait de la journée type d'un gaucho pour que les gens puissent vraiment se rendre compte, donc avec les heures, ce qu'ils font comme travail, est-ce qu'ils mangent ou est-ce que c'est 8 heures d'affilée, enfin, pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de la réalité du terrain. Mm. En fait, donc, moi, si je prends ce que je connais, ici, cette estancia, il y a une dizaine de gauchos qui travaillent, ils appellent ça des puesteros ici, hein. Mais on va dire gauchos. Il y a une dizaine de gauchos qui travaillent pour cette estancia. Et en fait, leur travail est réparti de la manière suivante. C'est-à-dire que comme il y a 50 000 hectares, c'est énorme, hein, l'estancia, elle fait 25 km sur 25 km, enfin, c'est vraiment énorme. Donc, il y a des grandes sections d'estancia à gérer. Et il y a un puesto que Patricia connaît. Il y a une petite maison par section de l'estancia. Donc, c'est comme si l'estancia était divisée en 10 sections. Il y a 10 petits chalets, petites cabanes dans lesquelles vivent un puesto, enfin un puestero, un gaucho dans chacun de ces cabanes. Et chaque gaucho est responsable d'une section de l'estancia. Ça veut dire que tous les jours, une journée type, il se lève, il boit son petit maté, il allume le feu, il fait son petit déj et tout ça, et il part à cheval. Il prend son cheval et il va se balader sur sa section qui fait plusieurs milliers d'hectares. Et donc tous les jours, il va prendre son cheval, en compagnie de son cheval, il va se balader toute la journée, en moyenne jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi, sur son cheval, pour faire le compte des cadavres d'animaux qu'il trouve, parce qu'il y a toujours des animaux, par exemple, sur une section, il va être responsable de 3000 bêtes, vaches ou moutons. Donc, il faut que chaque fois qu'un animal meurt dans la steppe, il est tout de suite mangé par les condors. Et il reste en général la carcasse, les os et la peau et la laine. Donc les gauchos sont chargés de ramener la laine. La laine, c'est très précieux, c'est ce qui se vend. Donc ils sont chargés de ramener les cuirs des animaux qui meurent de manière naturelle dans leur section. Ils sont responsables de noter par exemple, au printemps, quand il y a toutes les naissances, s'ils sont responsables d'un certain nombre de vaches, ils vont être tous les jours, ils vont aller voir les vaches qui sont prêtes à accoucher pour voir si elles mettent bas correctement et si elles ont un problème de pouvoir les assister à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé au mois de septembre, j'ai dû assister avec des gauchos une vache qui avait un veau mort-né et la sortir, et sortir le veau de son ventre. Ça a été aussi quelque chose de très épique. C'est les aventures de l'estancia. Il va falloir qu'ils vérifient les milliers de kilomètres d'alambre, donc de barrières, de fils de fer. Ça, Mais c'est du coup, très important. attends, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, en gros, le mec qui se lève Ouais. le matin, il part avec son cheval toute la journée solo béton. Ouais. Solo, quoi? Solo béton, enfin tout seul, quoi. Le béton. Ah oui, oui, tout seul. Oui. Il est avec. Mais l'image typique du gaucho en Argentine, c'est un homme seul. Là, vraiment une des critères, enfin des caractéristiques du gaucho, c'est de vivre dans la solitude. Il est dans son puesto, à des milliers de kilomètres de toute vie, au milieu de la steppe. Et il vit là seul avec ses chiens de travail, les border collies, et ses chevaux. Et donc, il passe ses journées à cheval avec ses chiens, avec son maté, parce que ça, c'est son maté dans les sacoches. Peut-être un bout de viande qui va se faire cuire en milieu de journée. Il va allumer un petit feu, se faire un petit assado, donc se faire cuire son bout de viande, se faire chauffer son maté et prendre son maté en milieu de journée. Et il continue à vérifier ses terres, à prendre soin de ses terres.
Et ensuite, il y a les moments où il faut rassembler les bêtes. Et donc là, il y a plusieurs gauchos qui se rassemblent et ils partent des journées entières. Et ça, je le fais avec eux quand ils ont besoin d'un coup de main pour aller rassembler 500 vaches ou 1000 moutons. Et ça, Patricia l'a fait avec C'est moi. magnifique. Moi, On est, j'ai on a... adoré parce que, tu vois, Alexis, Ah bah, elle a disparu. Oh, alors il n'y a peut-être, et plus. Oh Attends, je là, donne parce que, bah voilà, Patricia, t'as après, je sais bugué. que je rentre en Occident. T'as bugué, J'ai bugué. recommence. Ouais, il y a bah, tu Ouais, bugs beaucoup encore de... je beaucoup. disais, j'ai eu cette il y a- chance, ce que je disais. Ah, Ah, c'est Je te Sandra, coupe j'ai une l'impression. seconde, pardon. Il faut juste que je branche mon ordinateur. Je suis Tu bugs aussi désolée, beaucoup, je n'ai Sandra. plus de batterie. Voilà, vas-y. Ah, non, allez. mais je disais que simplement, oui, ce que j'ai vécu avec mon regard d'occidental, hein, aussi, qui revient à la vie, mais c'est la profondeur de, de ces gauchos, avec ce puesto, et vraiment ce silence nourrissant, parce qu'il est lié à la nature. Il ne faut pas imaginer un silence pesant. Il est tellement nourri par, pour moi, hein, ça a été ça, une nature, et par les chevaux, cette immensité. Il y a quelque chose, on en parlait, de très originel, très organique. Et je trouve, moi, c'est la beauté de leur regard de ces gauchos. Ils vivent ce silence, ils sont tout le temps ils sont toujours à cheval et avec les bêtes, mais c'est très, très beau. Mais ils ont quel âge? Mhm. Genre, ils ont femme, enfant et tout, et ils les laissent dans un autre endroit et ils vivent là. Ah ouais. Oui, oui, Bah, c'est vraiment oui, des hommes tout à à fait. l'ancienne, à la dure. Ouais, oui, ils ont des conditions de vie très, très rudes et très difficiles, hein. Le climat patagonien, notamment dans la steppe, est très froid. Il y a tout le temps beaucoup de vent. Et ils passent leur semaine seuls dans le puesto, mais c'est ce qu'ils aiment. Ils sont des êtres qui aiment cette solitude, d'être seuls avec leurs chevaux, avec leurs chiens. Et le week-end, ils reviennent au village où en général habitent leurs femmes et leurs enfants quand ils sont mariés et qu'ils ont une famille, et ils passent le week-end avec leur famille. Mais en général, ce qui se fait traditionnellement, c'est qu'ils habitent seuls et parfois même dans des coins plus reculés. Dans notre estancia, on a quand même très vite accès à la route et au village du coin, mais il y a même des gauchos qui peuvent vivre 6 mois de l'année très reculés dans un puesto très loin dans la steppe ou dans la montagne, et ils vivent vraiment dans cette solitude. Et quand je parle avec eux, c'est ce qu'ils aiment. Vraiment, ils aiment pas la ville, ils aiment pas la foule, ils aiment ce silence, ils aiment cette solitude, ils aiment cette vie, Et il y ouais, a cette vie aussi, et découvrue. il y a un cheval, mais c'est vrai que là où on était, où on est allé après dormir, puisque c'était cette tranche du Manche, où c'est les seuls moments où ils se rassemblent, mais ils sont toujours dans le silence, hein, même entre eux, on le voit, hein. Il y a quelque chose. Oui, Et c'est que dans les regards. C'est pour ça que moi, je suis tombée amoureuse aussi du rituel du maté, parce que c'est un vrai rituel de partage, mais dans le silence, et dans quelque chose ouais, moi, ça m'a, ouais, très organique, comme tu le dis aussi, on en a parlé. Mais pour revenir, et ils ont leurs chevaux à côté, parce que c'est ça, chaque gaucho a ses chevaux aussi à oui. côté. Ici, oui. Chaque gaucho a la permission d'avoir 8 chevaux à lui dans l'estancia. Et donc, il vit avec ses chevaux. Il dresse lui-même, en général, hein, ceux qui sont là, ils dressent eux-mêmes leurs chevaux. Et bah oui, évidemment qu'ils en ont plusieurs. Ils peuvent pas en avoir qu'un parce que quand ils passent des journées entières à cheval ou à rassembler des moutons et des vaches, parce que ça peut être très intense hein, pour le cheval de rassembler des vaches. C'est très intense parce que les vaches, elles sont rapides et elles veulent s'enfuir. Et il y a vraiment, bah, c'est un peu ce qu'on voit dans les westerns américains, hein. C'est un peu la même chose, sauf que c'est Ouais, pas un chapeau c'est de c'est cow-boy, c'est une boina qu'ils c'est ont. des cow-boys, les gauchos, quoi. Cow-boys Oui, argentins. c'est les cow-boys argentins, vraiment. Très, très fiers de leur manière de faire et de leur tradition. Mais c'est vrai qu'ils ont une vie, même, il faut s'imaginer ce que c'est qu'un puesto. Donc, ces petites cabanes dans lesquelles ils vivent. Et on a passé une nuit autour d'un puesto avec Patricia. Et c'est extrêmement sobre. Tout est sobre. Ce sont 4 murs, c'est 4 murs en béton. Souvent, il n'y a pas l'eau courante. Maintenant, il y a un peu plus l'électricité, mais pas tout le temps.
avec des meubles très, très, très basiques. Donc, un moyen de se chauffer très basique aussi. Hein. Souvent, ils ont un poêle ou ce qu'ils appellent une cocina economica, qui est un poêle avec une plaque dessus pour faire chauffer l'eau du maté. Et l'hiver, quand il fait -10, -15, avec un vent qui te donne un ressenti à -25, ils sont dans leur puesto, là, avec leur poncho, et à boire leur maté, et ils ont une résistance à cette vie qui est vraiment rude, qui est assez incroyable. Moi, je Donc pensais qu'en oui, Argentine, il faisait hyper chaud. bah, l'Argentine, c'est 5 fois la France, donc si tu vas tout au nord, Ouais. à la frontière du Brésil, il fait chaud, mais la Patagonie, il fait froid. L'été, il peut faire chaud, hein. Mais l'hiver, non, l'hiver patagonien, il C'est quoi fait très les froid. variances du plus haut ou plus bas en fonction des saisons pour que les gens puissent se rendre compte? L'été, on peut avoir des journées maintenant avec le changement climatique, on peut avoir des journées à 30 degrés, 30, voire 35 pour les plus chaudes. Et l'hiver, voilà, ça descend jusqu'à l'hiver dernier, jusqu'à -17 au thermomètre, mais tu ajoutes le ressenti du vent. Quand il y a du vent, le ressenti est encore plus bas. Donc, et le Et vent, c'est j'imagine qu'il n'y a toujours pas de très. couverture pour chevaux là-bas. Non. Si, Ah, si, Ah non. les gauchos, si, alors si, ça, quand, justement, quand ils finissent d'aller rassembler les vaches l'hiver, qui fait très froid, et qui rentrent avec des chevaux transpirants, ils leur mettent une couverture. Ils ne les laissent pas refroidir. Ça, ils ont vu que ça pète le dos des chevaux. Et si, ils ont couverture, ils les supplémentent en foin et en grains quand les chevaux travaillent, pas quand ils sont en liberté dans la steppe. Hein. Là, les chevaux se débrouillent. C'est d'ailleurs très impressionnant parce que parfois il y a de la neige, donc les chevaux se débrouillent pour trouver leur nourriture, qui est quand même très. Il y en a très peu ici. Hein. La steppe, la nourriture est très rase, mais bon, ce sont des chevaux très rustiques et ils s'en sortent très bien. Mais quand ils travaillent, ils les supplémentent. Donc, non, non, il y a un soin, enfin, il y a un soin aux chevaux parce que bah, il faut bien qu'ils fonctionnent. Il y a un rapport qui est différent du nôtre, mais ils aiment leurs chevaux. Là, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a un cheval qui était enfermé dans un champ un peu plus petit et qui a voulu sauter la barrière parce qu'il a eu peur d'un truc. Il a voulu sauter la barrière et il s'est cassé l'épaule. Et ici, quand un cheval se casse quelque chose, bah, vous imaginez bien, hein, il n'y a pas de vétérinaire qui vient, il n'y a pas d'opération, pas tout ça. Un cheval qui se casse quelque chose, il est abattu. Et, c'est le cheval d'un des gauchos avec lequel je m'entends très bien. Et, euh, et il n'a pas pu l'abattre lui-même. Il a dû demander à ses compagnons de le faire pour lui parce que c'était un cheval qu'il avait lui-même dressé, qu'il aimait beaucoup, un cheval très, voilà, je ne sais pas s'il était très résigné ou, ou très coopératif, mais, mais ça l'a beaucoup atteint. Et il me l'a dit, il m'a dit, tu sais, ça a été très difficile, j'ai pas pu l'abattre, j'ai dû demander à mes compagnons. Et il a fait écrire un poème pour son cheval qu'il a affiché dans l'écurie avec une photo de son cheval. Donc, et il faut vous dire qu'un gaucho, il exprime pas ses émotions, jamais. Ce sont des hommes qui sont, voilà, qui Ah, doivent être c'est les durs. hommes Hein. à l'ancienne. ouais. C'est ça. Et t'aimerais Et avec. mais j'ai été très touchée qu'il me partage ça et de voir à quel point, en fait, il aimait son cheval, vraiment. Et pour lui, ça a été une perte douloureuse. Ouais, c'est fou hein, de voir ce contraste. En même temps, ils peuvent être très durs, mais en même temps, ils sont attachés à leurs chevaux. Bah après, ça reste des humains, quoi. Mais c'est juste que c'est normal pour eux, tu vois, comme... Enfin, ouais, c'est comme ça, en fait. Genre Oui, là-bas, et c'est puis il faut comme ça. savoir que souvent, ils ont eux-mêmes vécu des enfances très très rudes, Ouais. parfois avec voilà, des conflits familiaux, l'alcool. Hein, dans ces milieux-là, il peut y avoir beaucoup d'alcool. Donc ici, c'est sûr qu'ils sont élevés à la dure. Et du coup, tout le soin que nous, on commence à porter à soi, aux autres, tout ça, ça n'existe pas ici. Donc ils ont un rapport aux chevaux, le même rapport le rapport qu'ils ont avec leurs chevaux, c'est le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes. Et je vois comment ils traitent leur corps, tout est à la dure. J'ai une autre anecdote incroyable. J'ai rencontré un gars de show il y a pas longtemps qui boitait.
mais qui boitait méchamment. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Et il soulève son pantalon et il avait tout le tibia et le mollet de la jambe droite tuméfié, bleu, bleu, enflé. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? Il dit, bah, ça fait 10 jours. J'étais en train de dresser un cheval, et un jeune cheval. Et le cheval s'est cabré, lui est tombé dessus, il s'est renversé en arrière, il lui est tombé sur la jambe, donc il lui a écrabouillé la jambe, le cheval est mort sur le coup, ça arrive aussi. Et, euh, et du coup, il était là au fin fond de la steppe avec sa jambe tuméfiée. Je lui dis, mais c'est cassé. Il dit, bah, je sais pas. Je lui dis, mais t'as vu un médecin? Non, il n'avait pas vu de médecin. Il se mettait une petite crème anti-inflammatoire faite à base de je sais pas quoi, de plantes de la région. Et il continuait à travailler. Il s'est pas arrêté une seconde, le gars. Ah, c'est un Et truc de sa fou. jambe, ah ouais. Et donc, en fait, eux-mêmes se traitent comme ça. Donc, imaginez quand un chien ou un cheval est blessé, eux-mêmes ne se soignent pas. Hmm. Donc, ils vont pas soigner les animaux non plus. C'est soit ils survivent et super, soit, bah, Mais regarde, même par rapport à toi, est-ce que tu as traversé, regarde, tu m'as dit, tu es allé à Pilka, tu savais pas, il n'y avait pas grand-chose pour te soigner. Il a fallu que tu ailles à non, Bariloche. là, oui, c'était oui, c'était un sketch aussi. Oui, Bah, non, non, si t'as rien de cassé, on te dit rentre chez toi, repose-toi, puis ça va passer. Oui, oui. Ah oui, oui, il y a ça. Ce que Quelle j'adore. question comme ça, plus, on va dire, économique, vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai un doute sur le micro là. Oui, Ouais, non, c'est bon, c'est oui. bien. oui, oui. Il a un peu. Ouais, je vais juste le remettre un peu. Ça sera mieux comme ça. Oui, ce que je voulais dire, et comment est-ce que tu vois, toi, le futur, l'avenir pour ces gens-là? Est-ce que tu penses que tout ça, à un moment, ça va disparaître? Est-ce que tu penses que ça va évoluer différemment? Parce que du coup, si je comprends bien, en fait, aujourd'hui, eux, ils gagnent très peu leur vie avec cette manière de vivre, mais en fait, ça leur plaît. C'est Oui, ça, en fait. oui. En tout cas, et là, de nouveau, je vous livre que mon expérience. Moi, ceux avec qui j'ai parlé, c'est vraiment, c'est un choix. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est un choix. Ils aiment cette vie-là. Ils ont parfois été élevés dans le campo, c'est-à-dire ils ont été élevés de cette manière-là par leurs parents, ou il y en a qui ont été élevés en ville, mais en tout cas, ceux que je connais, que je fréquente ici, c'est un choix, et ils aiment cette vie-là. Et pour être franche, j'ai aucune idée de comment ça va évoluer. Ici, cette année-là, on est confronté au changement climatique, à une sécheresse. C'est la première fois qu'ils traversent une sécheresse comme ça. On a dû, dans l'estancia, creuser plusieurs puits pour aller trouver de l'eau pour alimenter, pour donner à boire en urgence aux animaux. Je sais que cette année, dans l'estancia, ils vont réduire le nombre de têtes d'animaux de plusieurs milliers parce que bah, le manque d'eau, ça veut dire le manque aussi d'herbe, de nourriture dans les champs, parce que bah, les animaux, ils vivent, ils sont pas supplémentés en nourriture comme dans les élevages en France. Hein. Ici, tout est naturel. Ils vivent de ce qu'il y a dans la nature. Et cette année, il y a pas d'herbe. Tout est sec, sec. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe. Et c'est dramatique. Ils sont confrontés à une crise et à une situation nouvelle ici avec cette sécheresse. Et je ne sais pas comment ça va évoluer. J'en ai aucune idée si ce métier va disparaître ou pas. Je ne pense pas, parce que tant que les gens mangent de la viande, eh ben, il faut des lieux comme ça pour élever les animaux. La laine, la Oui, laine. tant que la laine se vend, et ici c'est surtout la laine. Hein. Ouais, Tant que bien. la laine se vend, et ben voilà. Donc C'est quoi le prix d'un hectare ici? alors là aussi, l'Argentine économiquement, on ne peut pas la comparer à la France. Les prix changent tous les jours parce qu'il y a une situation économique très instable. Et en plus, maintenant, le prix, la mode en Patagonie, enfin, il y a une très grande mode chez les gens riches de notre monde, c'est d'avoir son estancia en Patagonie. Hmm. Donc, les prix ici des estancias et de la terre n'a plus aucun sens. En fait, c'est à celui qui paiera le plus cher. Ah bah Donc, c'est ça qui va se il y a passer du coup. La suite, et elle est c'est déjà prévisible ça du coup. C'est déjà ça qui se passe. Ça fait là, Hmm. ça fait depuis les années 90 hein, que les riches américains, il y a des Belges, il y a on a un ami qui travaille pour un émirat arabe
Ils achètent des estancias à plusieurs millions de dollars, alors qu'avant, elles valaient beaucoup moins que ça. Donc, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix au mètre carré. Ça n'existe pas ici. C'est très difficile à comprendre pour nous, mais c'est celui qui va Le plus offrant. mettre. Genre, ouais, c'est au Hmm. plus offrant. Et donc, Donc, on est bien. il y a pas de Un logique. Argentin ne peut plus maintenant acheter ses propres terres. De quoi? Un Argentin ou un Patagonien ne peut plus acheter ses propres terres. C'est compliqué. Donc, il y en a qui louent, il y en a qui ont des accords après dans les petits campos avec moins d'hectares. Ils ont des accords entre eux, ils se prêtent les terres, ils ont des échanges. Évidemment, il y a plein de trucs locaux. Ils sont très débrouillés, les Argentins, hein. Ils s'adaptent très, très vite aux changements, à tous les changements. Mais effectivement, pour posséder une grande estancia maintenant et en vivre, euh, bah, moi, ceux que je connais, en général, ils ont un métier à côté et ils ont une estancia avec des chevaux, qui font un peu de laine, mais c'est plus pour le fun. Ils vont pas gagner beaucoup d'argent avec ça. À part les très grandes estancias de travail, moi je suis dans une de ces estancias-là où ils arrivent à équilibrer à peu près Ouais. les recettes et les dépenses. Mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Ok, trop cool. Bah écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal fait de choses, parlé de pas mal de choses dans ce podcast. Est-ce que Ouais. vous voulez ajouter des trucs? Non? Oh, on peut peut-être partager quelque chose, Sandra. Oui. Mais Oui. oui, je te laisse l'annoncer. Bah ouais. Donc, au Vous travers. allez vous marier. Non, c'est Marie, mais c'est pas moi, on va pas se marier, mais on va faire quelque chose ensemble, on va co-créer, on va créer une retraite à l'Estancia chez Sandra et Andrés. Et donc, on va vraiment, bah voilà, pour vraiment un petit comité. On a dit à peu près, on a vraiment envie de permettre aux gens de vivre. Moi, ce que j'ai, ça part aussi du constat de ce que j'ai découvert et ce que ça m'a vraiment amené, parce que je dis vraiment que cette terre originelle et organique m'a ramené à une certaine souveraineté à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment grâce à cette terre, aux chevaux. On a envie de partager, bah, c'est vrai, Sandra, au travers elle aussi, du yoga, au travers du corps, tu sais, de revenir parce que ce que tu poses, hein, aussi, cette notion de revenir à soi et de retrouver un espace pour les chevaux et pour nous qui nous permettent ouais, de retrouver une quiétude en soi. Il y a quelque chose là-dessus. On est en train de tisser quelque chose. Voilà. Je sais pas, Sandra, si tu vas rajouter, mais voilà, ce sera pour 2027. Ok. Oui, voilà, c'est quelque chose. Oui, c'est un projet qu'on a et d'ouvrir cette estancia à quelque chose, voilà, plus de l'ordre de la recherche intérieure, de la connexion différente aux chevaux, à la nature. C'est une nature ici qui est quand même très originelle, très particulière. Il y a une lumière, un espace, un silence, une vie sauvage qu'on ne trouve plus en France. Et moi qui m'a beaucoup touchée. Et à travers cet environnement-là, quand on se met à l'écoute, on touche, voilà, des choses qu'on a envie de partager maintenant avec Patricia, qu'on a envie de partager et qu'on a envie d'ouvrir ça aux Français, enfin, à tous ceux qui veulent venir. D'ailleurs, bon, ça se fera en français. Parce que je pense que de plus en plus les gens, et la Patagonie est très en vogue hein, en ce moment en France, parce Mm. il y a cette recherche du retour à quelque chose d'originel, je pense, Un dans essentiel. notre milieu. Voilà, l'essentiel, ouais, cet espace originel dont on parlait. Mm. Et voilà, donc c'est quelque chose, j'aimerais de plus en plus ouvrir l'estancia à ça. Et on va commencer toutes les deux avec Patricia. Ouais, Donc ça, voilà. Et toi, cette quiétude, tu vois, t'en parles, Alexis, cette posture intérieure. Et moi, c'est comme si c'était rentré, et c'est pas comme si, c'est rentré dans mes cellules. Il y a un hmm, truc à l'intérieur de moi qui m'a mis, et j'ai beaucoup aimé quand tu l'as posé, Sandra, la dernière fois, au dernier podcast, où on peut se poser, et tu sais, s'asseoir bien dans son bassin et se mettre, et là, on se sent. Il y a un essai. Et ouais.
c'est un pays c'est vraiment qui, l'espace le permet. Voilà. Mm. Donc Tout peut-être à fait. Alexis, un jour tu viendras rencontrer ça. Ouais, complètement. Mm. Avec plaisir, de toute manière, pour ceux qui sont intéressés, vous connaissez, hein, on a mis tous les liens dans la description de ce podcast si vous voulez retrouver. Et avant qu'on termine ce podcast, moi j'aimerais quand même qu'on fasse la petite rubrique, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, de qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Qu'est-ce Est-ce que- qui? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Ah, je rechange de position, hein. Excusez-moi. Hop, je me remets là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Bon, Patricia, vas-y. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Ben moi, fou là. Ben j'ai encore, ça va être, c'est un peu redondant, je sais pas. Moi, j'ai encore appris d'aller encore plus lentement. Moi, Houdini m'apprend encore plus à me poser, à vraiment avoir une vraie posture intérieure de quiétude, d'aller chercher quelque chose, une, ouais, un calme profond. Hmm, ok, hyper intéressant. Moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment, j'en ai parlé dans le groupe WhatsApp avec les élèves, c'est vraiment cette idée de, en fait, il faut être capable de passer du temps à boucler sur les mêmes trucs qui sont chiants. Genre là, j'ai fait là pendant 3 4 mois, j'ai bouclé sur le même truc tous les jours, 2 séances par jour, 7 jours sur 7. Tu boucles, tu boucles, tu fais la même chose parce que je savais que cette action-là, dans ce contexte-là avec la jument, c'était les 20% d'effort qui allaient apporter les 80% de résultats. C'était la zone de performance. C'était là où il fallait boucler pour faire sortir le trauma. Et là, je vois, et du coup, pour faire simple, je suis passé d'une jument qui explose au montoir à une jument qui s'endort au montoir. Pas qui se résigne, mais qui s'endort. Donc on a vraiment calmé le système nerveux, on a vraiment calmé les traumas, tout ça. Et en fait, j'ai rien fait d'exceptionnel. Juste, j'ai accepté qu'il fallait que je boucle le même truc pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller à l'étape plus loin, parce que je vois que ça se passe bien. Et j'ai fait une étape après, une étape encore après, une étape encore après. Et en fait, j'ai passé 3 étapes d'un coup. Juste en ayant bouclé sur le même truc. Parce qu'en fait, le fait d'avoir bouclé sur cette chose-là, oui, ça a permis d'aider sur le trauma, qui n'est pas encore totalement réglé, mais ça a bien aidé. Mais aussi, le fait de boucler sur les bonnes choses, de mettre de la bonne décontraction au bon moment, de reprendre quand il faut, tu développes en fait un truc qui est beaucoup plus puissant, qui s'appelle la gestion émotionnelle. En fait, même si le travail là est pas encore incroyable, sa gestion émotionnelle à la jument, elle a step up, mais de dingue. Il y a vraiment une vraie évolution. Donc ouais, accepter, les gens cherchent la nouvelle technique, la nouvelle routine, le nouveau licol, le nouvelle plante anti-stress. Mais en fait, genre, la question que tu dois te poser, c'est quel est le truc, et que ce soit avec les chevaux ou dans ta vie en général, dans un domaine en précis, quel est le truc qui est vraiment la zone de performance et sur lequel je dois boucler. Et si tu sais pas, bah c'est pour ça que les gens prennent des accompagnements pour savoir sur quoi ils doivent boucler. Parce que si tu boucles, mais sur un truc qui est pas le bon, tu vas juste perdre du temps, de l'énergie, t'épuiser et ressortir plus frustré. Alors que si tu as un coach, quelqu'un, un mentor, par exemple avec mes élèves, c'est ça, un suivi 7 jours sur 7, ils savent quoi faire, comment le faire, etc. Bah en fait, tu boucles, mais sur les bonnes choses et tu te vois progresser. Donc, ouais, l'importance de la discipline, de boucler sur les bonnes choses, et c'est ça qui fait gagner sur le long terme. Merci, Alexis. Ouais, cette notion de relaxation du cheval, je suis en train d'observer avec mes petites expériences là et notamment sur une des pouliches de 1 an et demi, donc qui était aussi sauvage avant. Je suis en train de travailler avec elle pour pouvoir juste la toucher et de travailler en silence et en relaxation. Et moi, de travailler mon silence et ma relaxation intérieure, c'est, elle m'apprend ça. Et maintenant, je peux la toucher, enfin, après 2 semaines voilà, de dialogue avec elle. Euh, Elle vient vers moi, je peux enfin la toucher. Et ça s'est fait à travers cette relaxation physique que je vois au début. Les premières fois où elle était dans le corral avec moi, en l'espace d'1/4 d'heure, elle faisait 5 crottins. Et elle bougeait, elle bougeait, elle bougeait. Elle était complètement. Et maintenant, elle dort avec son postérieur comme ça pendant.
avec la tête un peu basse, avec les yeux à demi fermés. Et puis, de temps en temps, elle tourne sa tête vers moi, elle me laisse la caresser. Et effectivement, je vois la différence avec la résignation, cette notion de relaxation vraiment du corps et que je connais parce que moi, je le travaille avec mon corps en yoga. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je vois. C'est peut-être pas ce que j'ai appris cette semaine, mais en tout cas, ça fait écho à ce que tu dis. Cette relaxation du système nerveux chez le cheval et que moi, j'ai toujours appris en yoga. En fait, c'est d'abord de le vivre soi et puis ensuite d'aller dans le choral avec le cheval et de prendre le temps. Et avec elle, je suis obligée de prendre le temps de d'abord me mettre dans cet état avant d'aller vers elle, ce qui n'est pas forcément le cas avec un cheval qui a l'habitude des humains et qui, quel que soit ton état, plus ou moins, ça marche. Tu peux l'attraper, tu peux le toucher, tu peux lui mettre la selle. Donc en fait, il y a moins d'attention à, à cette qualité vraiment de tranquillité qui peut être très fragile. Et le cheval, s'il est pas, justement, s'il est sauvage, il réagit tout de suite. Dès que tu as les pulsations cardiaques ou le système nerveux qui se met un tout petit peu en excitation, le cheval, tout de suite, il se met loin de toi. Il y a une sensibilité qui est assez incroyable, justement, du fait de travailler avec ces chevaux. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils ont une forme de pureté, de sensibilité qui est vraiment immédiate. Et ce que j'ai appris cette semaine, c'est à vraiment être impeccable, moi, dans ma posture intérieure. Parce qu'avec ces chevaux-là, si je ne suis pas impeccable, si je n'y vais pas avec humilité, avec tranquillité et plus que tranquillité, avec cohérence émotionnelle. Parce que des fois, je ne suis pas tranquille. Enfin, on ne peut pas être tout le temps tranquille. Des fois, on a des soucis, mais si on essaye de faire semblant d'être tranquille à côté du cheval, eh ben, je pense que c'est encore pire pour lui, un humain qui fait semblant. Donc c'est toujours Ouais, de puis ça marche prendre, pas. et ça marche pas. Et c'est vraiment ce qu'ils m'apprennent, c'est que quand j'entre dans le choral avec eux, je dois être impeccable, c'est-à-dire impeccable, ça veut dire pas parfaite et pas parfaitement tranquille, mais cohérente, c'est-à-dire savoir là où je suis. Est-ce qu'aujourd'hui je suis inquiète? Est-ce qu'aujourd'hui je suis agacée? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai du mal à être présente? Ou est-ce qu'au contraire je suis détendue et disponible? Et de me présenter dans cette humilité-là devant le cheval, et ben déjà ça change beaucoup de choses pour moi parce que je me sens cohérente, je me sens propre entre guillemets à l'intérieur. Et du coup, voilà, il y a autre chose qui se passe avec le cheval. Et j'ai eu cette blessure à un moment où j'étais pas impeccable à l'intérieur de moi. Et je pense que plus on entre dans cette subtilité et plus on se fait ramasser quand, quand on ne s'est pas nettoyé avant de se présenter devant les chevaux qui sont vraiment, pour moi, qui sont mes grands maîtres. Je pense même plus grands que les yogis que j'ai rencontrés. Maintenant, je trouve voilà, cette espèce de miroir chez ces créatures équines ouais, qui sont extraordinaires, qui sont d'une très grande noblesse. Et un petit tips pour, sur ce que tu as dit, ça, c'est très très vrai. Et pour aider les gens à rendre ça applicable, parce que moi aussi, ça m'arrive parfois. J'arrive en séance et tout, genre je suis en colère, je suis énervé, je suis frustré ou je suis triste ou peu importe. Ou même parfois je suis excité. Genre je le vois des fois, genre j'arrive, je suis vraiment excité, genre j'ai trop envie de faire le truc. Je sais que c'est pas un bon état d'esprit, parce que en fait le cheval il est juste posé lui. Et en fait la technique, vraiment le process que je peux vous donner pour ça, c'est déjà d'essayer de voir de nommer cet état émotionnel. Est-ce que c'est plutôt de la colère, de l'agitation, de la frustration? Essayer de nommer ça. Et en fait, la clé, vraiment, moi, quand ça m'arrive, c'est je me dis, ça sert à rien d'essayer de résister parce que ça marchera pas. Mais c'est de le nommer, de dire, OK, je suis dans cette émotion-là. Et pas d'essayer de. Ce que les gens disent, oui, il faut l'accepter. Mais l'accepter, ça veut rien dire. Genre, quelqu'un qui regarde ce podcast, on lui dit, accepte l'émotion, il va se dire, merci, connard, mais ça m'aide pas. Donc, donc, en fait, concrètement, rendre ça applicable, c'est de se dire, OK, bah là, je suis en colère, par exemple, ou là, je suis frustré. Bah, là, je suis là, je sais que je suis pas à 100% de mes capacités pour être vraiment productif. Bah, je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai dans les mains aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais faire 100% des efforts, mais en prenant conscience que
mon état émotionnel, il n'est pas au top, et donc dans tous les cas, je pourrais pas aller à mon plein potentiel de d'habitude. Vraiment d'accepter ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de revenir plus présent, de relâcher. Encore une fois, ça veut rien dire. Donc, comment rendre ça applicable? Ça veut dire, bah, attendre, ralentir, ralentir tout, marcher moins vite, respirer moins vite, bouger moins vite, euh, ralentir et s'arrêter. En fait, genre juste, tu t'arrêtes. Genre, t'arrêtes de marcher, tu fermes les yeux et tu comptes jusque 30 dans ta tête. Et si après, tu as encore envie. Et si quand tu sens que. Et en fait, il faut t'auto-punir. C'est-à-dire, si tu sens que tu as envie de compter plus vite, tu reprends à zéro. Et tu dois compter jusque 30. Et parce qu'en fait, il y a des gens qui, genre comme toi et tout, Sandra, même toi, Patrick, vous êtes très dans votre corps et tout. Et relâcher, être présent, vous savez ce que ça veut dire. Mais moi, ça m'énerve. Genre, quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de l'insulter, tu vois, parce que ça veut rien dire pour moi. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je trique le truc en occupant mon mental. Et en fait, genre, juste j'attends et je compte, et je compte, et je compte, et je compte. Et en fait, tu fermes les yeux, tu comptes. Si tu es concentré sur le compteur, tu peux pas être concentré sur autre chose. Donc, ça aide à faire redescendre et t'attends, et t'attends. Donc, ralentir plus attendre permet d'être présent, mais juste avant, identifier l'état émotionnel et de se dire, OK, qu'est-ce que je vois aujourd'hui qui va m'apporter? Comment tu peux aussi baisser l'enjeu de l'exercice, par exemple? Toujours jouer pour gagner, toujours, et en faisant avec ce que tu as dans les mains aujourd'hui. Voilà pour comment appliquer ça. Je vais pas, je vais, parce qu'autrement je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Je- Tu sais, le ressenti, elle est quand tu me parles, ça t'énerve quand on dit ça, le corps et autres, c'est cette notion d'aller, et que toi tu comptes. Donc pour moi, c'est comme si tu restais dans le mental et tu te coupais de ton corps. Tu fais comme mon enseignant Ludovic Leroux, il dit, mais vous êtes pas, on n'est pas une tête, les crevettes où on enlève la tête, le corps, tout est associé. Et donc, cette notion, tu sais, de sentir, moi quand je dis c'est aller, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps? Quel est le sens, la sensation? Je pense que c'est aussi Hmm. la même chose que plus ou moins avec Sandra sur quoi on parle. Mais voilà, je ne vais pas ouvrir un autre sujet. Non, C'est déjà deux heures. Alexis, je trouve que ce que tu fais, Alexis, c'est très important, effectivement, de définir. Ça veut dire quoi être en cohérence émotionnelle? Ça veut dire quoi se remettre dans la tranquillité? Comment concrètement on le fait? Et effectivement, la technique que tu... Déjà, nommer l'émotion, nommer soi-même à voix haute. Aujourd'hui, je me sens irritée de définir l'émotion, c'est un super outil. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Et effectivement, moi, ce que je fais, toi, tu comptes, Alexis. Moi, ce que je fais concrètement, chaque fois, c'est je sens mes pieds. Je sens mes pieds sur la terre. Je sens mes jambes. Je sens ma respiration. Et après, je me défocalise du cheval. Parce que souvent, Hmm. j'ai mon attention Oui. trop sur le cheval. Donc, je vais regarder le ciel, je vais regarder les arbres, je vais de nouveau me laisser imprégner par le plaisir de sentir l'air, le soleil, mais de vraiment rester dans la sensation. Et parfois, et ça me fait penser à ce que tu dis, quand vraiment mon mental est trop, quand quand je sens que je suis trop tendue et que j'arrive pas à justement me détendre et à m'ouvrir à ce plaisir d'essence, eh ben, je vais regarder au sol et je vais compter les brins d'herbe, par exemple, Hmm. pour commencer à calmer mon mental. Et ensuite, je me mets dans la sensation. Mm. Je pense qu'on a chacun nos trucs. Je pense, et là, moi, je te rejoins, Patricia, revenir dans le corps, je pense que c'est très puissant parce que tout de suite, il y a un effet sur le système nerveux. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'adrénaline, il y a une baisse du rythme cardiaque. Et ça, le cheval le sent tout de suite parce que lui aussi, du coup, bah, il se met en cohérence avec nous. Et je pense que ça, c'est l'outil le plus puissant de nommer son émotion. Déjà, nommer son émotion, ça nous met dans un état de relaxation parce qu'on est cohérent et congruent avec soi. Et ensuite, se remettre dans son souffle, dans ses sensations corporelles. Et ça, ce sont vraiment des exercices très pratiques, très, très Ouais. pratiques. Et ça nous met en paix avec notre manière d'être aujourd'hui. Je suis en colère, ok, je me remets dans mes sensations et je suis en paix avec le fait d'être en colère. Je pense que oui, que ça change toute la relation ensuite au cheval, au travail qu'on va faire, comme tu le dis, Alexis. Après, on va peut-être réorienter le programme qu'on voulait faire avec notre cheval
on se sent peut-être plus en fragilité. Moi, il y a des jours, j'ai plus peur. Je vais rentrer dans le corral et le cheval, des fois, avec les chevaux sauvages, ils ont des attitudes, je vais me sentir fragile et à ce moment-là, je vais rester un peu plus loin du cheval, travailler un peu plus en distance et jusqu'à ce que je me ressente bien dans mes pieds et que je puisse m'approcher de lui. Effectivement, réorienter son travail, être capable de cette souplesse-là, cette souplesse mentale, je pense que c'est très important et avec les chevaux et même dans sa journée. Et même quand on travaille dans une entreprise avec des gens, de pouvoir C'est trouver les ressources. faire là où, ouais, faire de là où on est. Ouais, partir de là où on est. Et Et ça, pour moi, traquez-le. c'est l'humilité. Vraiment. Ouais, et traquez-le aussi, genre notez Mhm. tout ça, prenez en note, étudiez ça. Moi, par exemple, je parlais du fait de compter tout à l'heure. Quand je compte, ça ralentit, du coup, ça me force à ralentir. Et en fait, j'arrive pas encore à l'expliquer parce que là, du coup, on rentre vraiment dans le ressenti. C'est pour ça que j'arrive pas à l'expliquer ce truc-là. Mais je sens comme une petite vague de fatigue ou de flemme, genre qui arrive. Et je sais que là, je peux bosser avec les chevaux. Et en fait, alors ça dépend bien sûr du cas, mais genre, si je vais être fatigué, c'est bien pour Angelica. Parce que ça va me forcer à être lent, à être là. Si je suis excité, pas très très bonne idée. Par contre, quelqu'un qui a un cheval qui est non réactif, y aller fatigué, là il est dans la merde. Y aller avec de l'excitation ou de la frustration ou de la colère, là c'est bien. Parce que là du coup il va pouvoir accéder à un niveau d'énergie qu'après il pourra revenir. Mais donc ouais, même si en fonction de votre état émotionnel, dites-vous, ok, mais à quoi est-ce qu'il peut me servir aujourd'hui en fonction de ce que j'ai besoin de travailler? Parce que ça peut aussi vous aider et traquez-le, notez-le, ça va amener de la prise de conscience. Et moi je sais vraiment, je suis là, je suis dans l'agitation, je me pose, genre je compte. Et là, je sens que, je sais pas, on sent qu'il y a un truc qui a changé dans l'énergie, dans le mindset. Et là, je sais que je peux être performant. C'est ton Voilà. système nerveux qui est en Tu vois, pour rentrant moi, et tes ressources. ouais, ouais. Et pour moi, c'est une indication, Alexis, que tu as vraiment accès à tes sensations, de Mm. sentir ce shift dans le système nerveux. Et sur le tapis de yoga, c'est la même chose. Quand on entre, et là, je reprends ce que tu dis, Alexis, je trouve que c'est hyper important, cette notion de rythme, et de tout faire plus lentement. Quand on se sent justement agité et tout ça, de vraiment ralentir, mais même de faire un geste concrètement avec le bras, et au lieu de le faire comme ça, de vraiment le faire très très lentement parce que ça change tout de suite, et si vous le faites, hein, mais même encore plus lentement que ce qu'on voudrait, ça change tout de suite l'état intérieur. On sent Et plus est-ce que et on ne peut vous... pas penser parce que le mental, il est très rapide. Donc dès que Ouais. le corps se met dans la lenteur, il y a tout de suite un changement de mindset et tu le dis très bien, Alexis. Et pour toi, ton repère, c'est cette notion de fatigue. Moi, c'est plus, moi par exemple, ça va être que je sens tout l'intérieur de mon corps vibrer. C'est comme si je sentais ma matière vibrer un peu plus quand je me mets dans cette lenteur. Donc je pense que chacun, après, on a nos repères corporels, mais c'est ça qu'il faut apprendre à connaître. Et ça, on l'apprend en yoga aussi, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a Et t'as beaucoup vu... de choses. est-ce que t'as vu cette... vous avez vu, je sais pas si vous avez vu passer, moi ça m'a marqué. Genre carrément, je l'ai follow sur Insta, c'est une femme. En fait, elle est en train de se laver les cheveux. Tu vois, elle se lave les cheveux comme ça super vite. Après, elle fait la vaisselle, elle fait la vaisselle super vite. Et après, elle fait une transition, elle dit ralenti, tu vois. Genre, elle se lave les cheveux, mais elle va vraiment lentement. Elle fait la vaisselle, elle prend vraiment le temps. Et elle écrit en gros, ralenti, ça va calmer ton système nerveux. Donc, tous ceux qui regardent ce podcast, Complètement. lavez-vous les cheveux plus lentement. Et C'est ça déjà une. parce que on a fait 2h07. Waouh! Non, on a fait moins. On a fait Ah moins bon. parce qu'on a commencé à 23. Ah oui, bon, on a quand même fait un Et bon c'est déjà podcast. beaucoup, ouais. Ouais. Ben voilà, ben écoutez, comme d'hab les gens, je mets tous les liens pour Sandra, pour créer tout sera SEM, si même vous créez, bon ce sera 2027, mais ce que je vous conseille de faire là d'un point de vue business, c'est de créer une liste d'attente avec une page de capture qui récupère des mails
pour déjà, parce que les gens, ils vont regarder ce podcast-là, mais ils regarderont peut-être pas la suite, donc ils vont vous perdre à tout jamais. Donc, essayez de voir de votre côté pour créer une page de capture pour récupérer des adresses mail ou des numéros de téléphone. Comme ça, quand vous lancez le projet, bah, vous pouvez déjà créer une liste d'attente de personnes intéressées. Et ceux qui regardent ce podcast-là, au-delà de l'aspect marketing, si ça vous intéresse, bah, postulez parce que au moins vous aurez directement les infos par mail. Et si vous venez découvrir ce podcast ou autre, vous nous retrouverez probablement jamais, sauf si vous vous abonnez à la chaîne. Mettez le petit like, le petit Mhm. commentaire aussi, c'est important. Mais si vous créez une petite page comme ça pour que les gens veulent des infos et être prévenus, vous me le dites, je la mettrai dans la description. Donc il y aura peut-être un lien dans la description pour cette immersion en Patagonie auprès des chevaux sauvages avec Patricia et Sandra. Merci Alexis. Et moi, je rappellerai simplement, n'hésitez pas d'aller voir le travail d'Alexis qui est merveilleux. Avec plaisir. Allez, bon après-midi tout le monde et prenez Un soin grand de vous. merci. Merci. Allez, à la Et beau prochaine. mariage, Bye. Sandra, parce qu'il y a quand même un beau mariage. Beau C'est vrai mariage. qu'il y a un mariage. Allez, bye.